comme ça. Et c'est pour ça que je dis que je me suis créé mon métier sans le faire exprès. Faut arrêter de brainstormer pendant des jours ou alors de se faire des films dans tous les sens. Juste teste ton idée. On a créé une landing page en un jour, même pas en une après-midi. T'as des outils à conseiller pour faire une landing page facile aujourd'hui. Et en fait, à ce moment-là, il fallait que je fasse un choix entre soit je continue les études, en plus ça allait être les examens. Donc tu vois, j'allais louper les examens. Donc c'était soit je continue les études et je loupe cette opportunité, soit je prends cette opportunité et j'arrête les études. J'adorais donner des formations, j'adorais faire du coaching et ça m'a ouvert un peu un nouveau monde quoi que je connaissais pas du tout et je l'ai préféré à la prestation. Hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce 16e épisode de Mind My Business. Je suis super excité de vous partager cet épisode aujourd'hui, j'ai adoré tourner cet épisode. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là en plus c'était vraiment dans un domaine dans lequel je suis très impliqué en ce moment, le domaine de l'IA, de la tech, du no-code. C'était vraiment génial de pouvoir enregistrer cet épisode avec Pierre. Je suis super content de vous le partager, ça fait déjà 2 mois qu'on l'a enregistré, mais j'avais plein d'autres super podcasts à vous partager dans les précédents épisodes. J'espère que vous avez apprécié. Pierre, c'est un gars, il sait tout faire et il prouve qu'en 2025, on sait tout faire sans savoir coder. Il a une académie qui s'appelle la No Code Academy où il vend des formations sur l'IA, sur le no-code, sur le démarchage automatisé sur LinkedIn. Dans le passé, il a lancé des colocations pour personnes âgées. On va en parler dans l'épisode, ça fait bien marrer. Moi, je l'ai rencontré, Pierre, quand il me donnait un coaching il y a 4-5 ans presque, en marketing digital pour optimiser ses campagnes de pub sur Instagram, Facebook. Il a donné des conférences sur savoir lancer des apps en 48 heures, sur pouvoir faire son site facilement en quelques heures en no-code, lancer des landing pages pour tester sa demande, créer un MVP, enfin faire tout ce qu'on veut sans savoir faire une ligne de code, implémenter l'IA dans son business, utiliser tout en no-code, enfin voilà, une mine d'or d'informations aujourd'hui avec Pierre. Je fais ces petites intros principalement parce que je viens de me rendre compte que les 10 minutes du podcast, on parle de sport et de nutrition avec Pierre, ça ressemble plus à un podcast de cuisine que d'entrepreneuriat, mais je vous jure qu'après les sujets tech et start-up viennent, mais voilà, les 10 premières minutes on parlait de sport, d'habitude, de lifestyle, super intéressant aussi, donc voilà. Je vous souhaite une agréable écoute, je vous laisse avec Pierre et moi-même, et on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Merci à vous. C'est violent, hein. Ouais, c'est pour être sûr, pour être sûr qu'on entend tout. Mais là, je pense que tout est bien coordonné, et je pense qu'on est parti. J'espère que t'es prêt. Ready, let's go. On s'embarque dans une aventure. 1h50. Si, on peut faire moins. Genre, je veux dire, si dans 5 minutes, on n'a plus rien à dire. Oui, en soi, oui. On arrête dans 10 minutes. Ouais. Et c'est très bien. Moi, ça me va, hein. Je vais aller faire mon tennis. T'as déjà fait ton tennis ce matin? Il te reste le crossfit à faire aujourd'hui? Non, on va pas exagérer, hein. Peut-être demain matin. Vas-y, demain matin. 7h du mat, let's go. Un peu de sport tous les jours pour commencer la journée? Ouais, moi, c'est hyper important, ouais. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours, je fais au minimum 1 heure. Ok. Ouais. Sans ça, j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose dans la journée ou que, tu vois... Donc ouais, minimum 1 heure, et c'est soit du tennis, soit du crossfit. L'été, c'est plutôt tennis, crossfit, ouais. C'est plutôt l'hiver. Parce que le tennis, c'est en extérieur ou juste... Ouais, bah je préfère. Ouais. Je préfère jouer à l'extérieur. Tu prends l'air, tu prends le soleil. Crossfit, ça s'y prête plus l'hiver parce que t'es à l'intérieur, et puis c'est le moment où t'as envie de... Je sais pas, j'ai envie de bouger, j'ai envie de me donner plus l'hiver étonnamment que l'été où j'ai envie de plus profiter, quoi. Peut-être aussi, ouais, c'est à cause des raclettes. On envoie les raclettes, on a envie d'aller au crossfit. Ouais, non, c'est ça, mais... Donc c'est très fluctuant, mais tennis et crossfit, ouais, c'est hyper important pour moi. Et le sport, de manière générale, ça dirige ma vie, quoi. Je pense que je suis un peu trop accro au sport, parfois. Ouais. Je fais même peut-être un peu trop de sport. Elle est où la limite entre être un bon sportif et un accro au sport? Mais accro au sport, c'est que... Si tu le fais pas, tu te sens mal. C'est que ça peut parfois être prioritaire sur d'autres trucs qui sont importants et que je devrais peut-être parfois mettre en priorité. Mais genre pour moi, le sport, c'est tellement important que je peux sacrifier peut-être un rendez-vous client ou que je peux sacrifier un truc un truc important avec ma copine ou quoi parce que j'ai envie de faire mon sport, quoi. Tellement pour moi, c'est important. Ouais. Donc après, voilà, les gens qui me connaissent, ils savent que pour moi, c'est une prio et que c'est pas forcément... c'est pas hyper négociable. Après, voilà, je suis pas non plus... pas exagéré, mais genre pour moi, c'est vraiment important. S'il va pas au crossfit, il met des droites à tous les passants. Cette journée, elle me fait chier. Ouais, non, mais c'est vrai que après, si je fais pas de sport pendant 2 jours, je me sens hyper tendu, quoi. Enfin, je me sens pas très bien. Donc c'est un peu une sorte d'addiction.
Je pense que mon corps est habitué à être régulièrement, tu vois, se dépenser, à être épuisé pour me sentir bien, quoi. Après, je te rejoins là-dessus. Ça permet d'avoir un bon équilibre dans sa vie quand même. C'est un truc chouette. Et tu Bah fais ouais. dès le matin, dès le réveil. Moi, je préfère le matin, ouais. Je Et suis après, plus tu en te sens pas un peu forme et crevé après. non, non, justement, après, ça me motive pour ma journée. Tu vois, genre là, typiquement, ce matin, j'étais un peu fatigué et T'es au sport. j'étais au sport et après ça, j'étais, tu vois, hyper en forme, hyper lucide, quoi, tu vois. Ça, ouais, ça me réveille. Surtout quand j'y vais très très tôt le matin. Typiquement, le CrossFit, généralement, c'est 7 heures du mat. Et donc là, en fait, moi, ce que j'aime surtout, c'est que tu te lèves, t'as qu'un seul objectif en tête, c'est aller faire ton sport. Donc tu galères pas à te lever, quoi. T'es pas en mode, ah, j'ai la flemme ou quoi. Non, tu te lèves, boum, je prends mon café, je prends ma voiture, je me barre, Tu manges pas avant d'aller au sport boum. alors? Non, je mange pas, non. Ok. Moi, je suis un peu plus team sport fin de journée parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que quand je reviens à 8h, 9h du mat après un bon sport, je suis un peu fatigué. Ouais. J'ai un peu l'effet inverse de toi. Ah ouais. Non, Tu moi, dis que ça te réveille. non, moi, le soir, j'ai moins d'énergie. J'ai l'impression que j'ai déjà un peu dépensé mon énergie pendant la journée et j'ai moins donné pour mon sport. Je suis Mais d'accord avec toi, ça mais j'ai dépend. l'impression que j'ai dépensé l'énergie mentale pendant la journée et c'est le temps de dépenser l'énergie physique pour être un homme accompli au niveau physique. Ah non, Une fois que j'ai fini la journée productive et le sport, ça y est, je sens que vraiment j'ai fini la journée. oui, après, voilà, ça m'arrive aussi de faire mon sport le soir, hein, mais je suis plus du matin moi, pour le sport. Surtout pour le CrossFit. Ouais. Parce que le CrossFit, ça demande vraiment une grosse intensité, tu vois. Et j'aime bien quand j'ai pas encore mangé, donc quand je suis à jeun, je viens de me réveiller, donc j'ai toute mon énergie, et là, je peux vraiment me donner. Alors que, tu vois, le soir, peut-être que je viens de manger, ou, je sais pas, j'ai passé une journée compliquée, donc c'est plus compliqué. Ça me demande plus d'énergie, plus d'efforts pour arriver à mettre de l'intensité dans mes séances, quoi. Voilà, après, chacun est Chacun différent. voit son On a équilibre. chacun des cycles hyper différents. T'as des personnes qui vont avoir beaucoup plus d'énergie le matin, d'autres plutôt le soir, d'autres plutôt sur le temps de midi. Il y a pas de règle. Moi, je sais que je fonctionne comme ça, et puis c'est tout, quoi. Et ça, c'est un truc que t'as expérimenté, genre t'as su trouver les Bah oui, tu testes, journées hein, les plus tu productives. fais une fois le matin, une fois le soir, et puis tu vois bien. Le soir, par contre, je suis beaucoup plus productif mentalement, moi. Ok. Genre c'est bizarre, mais genre vers 17 heures, j'ai un pic de productivité, et genre, je me mets à accomplir des Oh, tâches, mais horrible. comme un bâtard, quoi. Et je pense que c'est aussi parce que je sais que la journée est bientôt finie. Et donc, je me Ouais. mets un gros coup de pression en mode putain, là, il faut que absolument je Faut que termine je ça, finisse ça, mes ça, ça. trucs là. Et comme ça, à la fin, je peux finir ma journée en me disant, ah putain, c'est bon, je peux un peu me reposer, je peux aller voir un pote, je peux aller me détendre parce que je me sens accompli, quoi. Quand tu penses à la deadline qui est de la fin Moi, de la journée. je fonctionne très fort, moi, j'ai toujours fonctionné hyper fort à la deadline. Ok. Genre, je suis un peu un fainéant de base, je pense. Mais comme je me connais, je sais que, si je me mets des deadlines ou que je mets un peu dos au mur, ben je sais que là, je peux accomplir des hyper grandes choses ou en tout cas que je peux être hyper productif. Mhm. Par contre, si j'ai trop de temps devant moi, je procrastine trop, je suis un peu trop cool, je suis trop, un peu voilà, tu vois, trop à la cool, en mode c'est bon, j'ai le temps, ça ira. Et puis c'est toujours à la dernière minute que je fais ça en mode vite fait, quoi. Mais il y a une loi qui dit ça, je crois que c'est la loi de Parkinson ou la loi d'Anderson, je sais plus bien, où des objectifs élevés mènent à des résultats élevés. Il y a McDo qui a utilisé ça en mettant des compteurs dans leur cuisine. Il faut mettre 90 secondes pour faire un burger, même si c'est quasiment impossible de le faire. On se rapproche plus de 90 secondes vu qu'on sait qu'on a 90 secondes. Donc en ayant des expectations qui sont hautes, on a des résultats qui deviennent plus hauts. Et je trouve que c'est un bon moyen de se trick son cerveau par soi-même. C'est-à-dire, ok, j'ai qu'une heure pour faire la tâche, même si ça va être très dur. C'est un challenge qui est chouette. Alors que si on se dit, j'ai toute l'après-midi, on va prendre toute l'après-midi pour le faire. Exact. Si tu te mens, tu te dis, vas-y, à 14 heures, j'arrête de travailler. Tu seras plus productif. Mais en fait, 13 heures, c'est ça, en fait, c'est ce que j'ai une grosse réflexion en plus pour l'instant, c'est que j'ai l'impression que mes journées, parfois, je les étends pour rien. pour rien. Enfin, tu vois, je me dis parfois, en fait, si j'avais été hyper productif, si j'avais été dans le flow pendant 4 heures, j'aurais pu faire ce que j'ai fait, en fait, pendant 8 heures. Et ça, c'est un truc, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, et encore plus les gens qui bossent dans des boîtes qui sont salariés. Je pense que en réalité, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ce qu'ils ont fait pendant la journée, ils auraient pu le faire en 2-3 heures, et parfois même moins, tu vois. Tellement on est habitué à être, tu vois, un peu, tu vois, à moitié, en fait, dans tout ce Ouais. qu'on fait pendant la journée, parce qu'on n'est pas justement en mode gros coup de pression, et dans le flow. Et ouais, je me suis déjà dit, en vrai, si je me forçais à bosser que des demi-journées tous les jours, je suis sûr que je pourrais, exécuter le même nombre de tâches, sauf si vraiment je sens que je suis dans le flow et que T'as genre envie je me de sens continuer. bien. Et là tu dis, là laisse-toi continuer. Et si tu dois bosser jusqu'à 21h, entre guillemets, tant mieux. T'es dans le flow, tu vas faire blinder, quoi. Il y a parfois des jours où, je sais pas, t'as peut-être moins d'énergie, t'as peut-être moins envie.
Et en fait, parfois, bosser juste à fond dans 4 heures, ce sera plus bénéfique parce que le reste, tu pourras plus te reposer et recharger tes batteries, tu vois. Et donc ça, c'est un peu une réflexion, mais c'est difficile parce que c'est tellement dans nos schémas de se dire il faut que je bosse toute la journée. Si je bosse pas l'après-midi, je suis un peu une merde, tu vois, ou j'ai l'impression que je fais rien de ma journée, mais pour moi, c'est pas logique le fait de bosser tous les jours le même nombre d'heures en mode hyper carré, etc. Il y a des jours où je peux bosser 10 heures sans m'arrêter, genre limite je mange pas, j'oublie de manger, tellement je suis productif et tellement je sens que je suis dans le flow. Typiquement quand je suis dans le mode création de contenu, où je dois créer une vidéo ou que je dois... Ouais, souvent création de contenu, c'est un état, c'est souvent un moment où je me mets pas mal dans un état de flow. Et donc là, je peux bosser pendant 10 heures sans manger, sans rien faire, j'oublie de boire, je réponds à personne, tu vois. Le mec, à la fin de ces 10 heures, il meurt. Ouais, et à la fin, je suis là, il faut quand même que je mange. Donc non, là, c'est des états et c'est trop bien. Mais il y a des jours où c'est l'inverse et je suis là en mode... Et quand ça marche pas, tu fais quoi? Quand genre là, ça y est, ça fait 2 heures, et franchement, t'as répondu à 2 mails. Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien dire, ok, quand ça marche pas, juste, je sais pas, tu prends ta journée, t'arrêtes tout, si tu peux, hein, t'arrêtes tout et tu reviendras plus en forme le lendemain. Et d'autres qui disent, ouais, je sais pas, prends une balade et tu reviens. Toi, c'est quoi, toi? Je pense que si je m'en rends compte, parce qu'il y a peut-être des jours où je m'en rends pas compte, mais si, le jour où je m'en rends compte, j'ai fait ouais 2 heures, j'ai pas avancé. Ben là justement, je vais me forcer à me mettre un coup de pression. Ouais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être me prévoir un truc à une telle heure, et il faut que avant cette heure-là, j'ai terminé tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, je me force, je me mets une deadline un peu obligée en me prévoyant un truc ou en me disant je mange d'office à telle heure et donc il faut que j'ai fini tout ça avant telle heure. La Donc bouffe, c'est un peu ta récompense de l'étape. oui, c'est ça. Ça peut être ça, tu vois. Puis après, souvent après manger, t'es Ouais. un peu plus crevé, donc tu sais que là, tu te permets de peut-être Donc un là, peu t'es mort. tranquille. Là, je suis mort. Là, Non, là, ça va. cadavre, là. Non, là, ça va. Ça va, mais Pierre, il ouais. m'a vu, il m'a dit, bonjour Sacha, viens, on va chercher un café. Ouais, mais aujourd'hui, je suis un peu fatigué, ouais. Étonnamment. Mais pourtant, pour l'instant, j'ai vraiment, j'ai pas mal d'énergie parce que je suis en mode complément alimentaire, là. Ouais, je sais pas, je suis dans une usine, je prends des champignons en mode complément alimentaire, je prends ouais, c'est des extraits de champignons, mais c'est pas des champignons hallucinogènes ou des trucs que tu pourrais imaginer. Ouais, le mec, il est shooté, là, je suis trop bien, plus d'énergie. Non, c'est des champignons, bah, c'est assez connu, hein, si vous regardez sur Internet, c'est des trucs qui s'appellent genre cordyceps, lion's mane, c'est Chiaga, je pense, l'autre, du reishi aussi. En fait, c'est tout des champignons qui sont connus pour avoir ben voilà, des effets hyper positifs sur le corps. Et ils ont chacun un peu leur spécificité. Il y en a, c'est plutôt pour le sommeil, il y en a, c'est plutôt pour l'énergie, il y en a, c'est pour le focus. Et je prends ça depuis allez, 10 jours, je pense, là, maintenant. Et je vois vraiment la diff de dingue. J'ai l'impression, au début, t'as toujours un peu, après, tu t'habitues aux effets. Je sais pas, c'est comme le Peut-être. bandana ou même le café. Les premières semaines, bien sûr, tu vois une différence, mais après, tu t'adaptes, quoi. Peut-être. Je verrai un peu. Peut-être que mon corps, après, il va s'habituer à ça. Il aura besoin de ça pour être bien. Ça, c'est, je sais pas, mais en tout cas, je teste. Bah, après, je prends aussi, tu vois, tous les jours, c'est magnésium, vitamine D, oméga 3. Je prends aussi, tu vois, tout ce qui est maca, spiruline, un peu de protéines. Ouais, ça, c'est de la poudre dans un shake. Parce que j'allais dire tout ça en pilule, t'en as 20 à prendre. Non, ça, c'est des poudres que je mets dans un shake. Avec de la whey ou des trucs. Voilà, avec un peu de whey, voilà. Donc, le matin, c'est vraiment, T'as un spiruline whey. Jamais essayé, ça va? Ouais, bah ouais. Mais t'en mets pas trop. Ah oui, gingembre aussi. Enfin, je mets. Pique la gorge ton shake. Ouais, c'est pas forcément le meilleur, mais. Il a le goût de spiruline, pique comme le gingembre. Ouais, mais j'en mets pas trop, parce que c'est vrai que si t'abuses au niveau gingembre et spiruline, c'est dégueulasse. Mais ça, tu t'expérimentes, hein. Moi, j'ai déjà fait des trucs où je me suis trompé entre le maca et le gingembre. J'ai mis une énorme louche de gingembre, t'inquiète pas que le truc, il a du mal à passer. Mais non, mais du coup, je suis un peu fan d'optimisation de ma santé. Parce que je vois la différence et je vois sur ta que, productivité, mais surtout sur mon énergie, en fait. Et je vois très bien que l'énergie, ça a un tel impact sur sur ton mood, sur ta productivité, sur tes performances aussi sportives. Tu en parles du sport, sur ta manière d'être avec les autres aussi. Ouais. Tu vas être beaucoup plus heureux, jovial, confiant, enfin, n'importe quoi. Tu vois, ça joue sur tout l'énergie. Quand je suis fatigué ou quand je suis un peu bougon, tout est un peu impacté, quoi. Ouais. Et donc j'aime pas du tout cet état-là, donc j'essaye de maximiser pour avoir le plus d'énergie possible. Surtout quand tu dois faire de la création de contenu. Tu vois, parce que il faut être au top. Genre, quand je dois faire une vidéo, j'essaie la veille, si le lendemain je sais que je vais tourner, bah j'essaye de, tu vois, manger hyper sain, tu vois, de bien dormir, de
bah évidemment, je prends mes compléments, je vais faire mon sport, genre j'optimise tout pour que quand je vais devoir tourner, je suis à balle et je suis à fond, quoi. Et au niveau sommeil, t'as un peu cette zine aussi d'optimiser tout ou... Sommeil, non, du moment que je dors 8 heures. Ouais. Je dors 8 heures et que je garde un rythme régulier. Tu vois, que je vais me coucher plus ou moins à la même heure et je me réveille plus ou Ça, moins à tu la sais même le heure. faire tous les jours, du coup? Ouais, ça oui, mais ça va. Ouais. Souvent, c'est minuit, 8 heures du mat, moi, Ok. mon rythme. Et- Enfin, ça dépend, soit c'est 23, 7 heures, soit minuit, 8 heures. Mais en fait, le truc, c'est qu'avant, je me levais beaucoup plus tôt. Ouais. Je me levais vers 6h30. Enfin, les jours où je vais CrossFit, par contre, je dois me lever tôt. Donc là, je change un peu mon rythme, mais ça va. Tu te couches plus tôt, alors? Mais je me couche plus tôt. Du moment que chaque fois, je fais 8 heures, quoi. Ouais. Bon, d'office, il y a des jours où on a des écarts, hein, c'est normal, mais de manière générale. Mais pendant toute une période, je me levais plutôt vers 6h30. Et du coup, je me couchais vers 22h30. Mais à un moment donné, en fait, le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile à tenir ce genre de rythme, de manière générale, avec une vie sociale. Tu vois, tu vas voir tes potes, etc. À 22h30, 22h30. t'y es vite, quoi. Et donc, le problème, c'est que je me suis dit, ouais, mais c'est pas tenable. Et oui, et surtout le week-end, tu fais des trucs, t'es vite passé. Donc, en fait, tu dois te réadapter après le lundi. Et ça n'allait pas. Et donc, je préfère limite, Tu à la travailles limite, le week-end? ouais, pour l'instant, je travaille le week-end, ouais. Mais bon, je me détends le soir quand même. Mais pour l'instant, ouais, je bosse tous les week-ends. Mais voilà, du coup, j'ai envie d'avoir un rythme que je peux tenir la semaine et le week-end ou peu importe quand, tu vois, Ouais. tous les jours. Même si je vois mes potes, et voilà, je peux me coucher vers minuit, minuit et demi, ça va, tu vois. Je suis dans mon rythme. Donc voilà. On parle de productivité, de plein de trucs à faire, mais en vrai, tu fais quoi? Ça, on l'a pas encore dit après 20 minutes, Ouais. c'est sympa. Ben, Comment Com- tu présenterais Pierre? Je te propose de faire ça comme Mais ça. comme on disait, c'est pas évident toujours d'expliquer ce que je fais parce que je fais pas mal de petits trucs différents. Maintenant, aujourd'hui, si je devais vraiment me définir, parce que j'ai pas mal changé, hein, mais aujourd'hui, à l'instant T, je dirais que je suis formateur IA et no-code pour les entrepreneurs qui veulent optimiser et automatiser leur business. Ok. Donc, t'es plus formateur que qui veulent des Prestataire. projets. Ouais, ben, T'as depuis fait cette quand année, même pas mal de freelance. depuis cette année, je me considère plus comme formateur et parce que ça a été une volonté aussi de faire plus une transition vers un métier plutôt de formateur que de prestataire parce que je préfère, parce que j'adore former, parce que c'est plus scalable aussi comme business model et je Plus prends jamais du one-one alors. On parle de non, mais scalabilité. je fais un peu de coaching ici, je fais un peu de coaching, mais j'essaie de réduire. Là, je suis plutôt sur, donc j'ai une formation pour l'instant, c'est sur la prospection et la création de contenu sur LinkedIn. Évidemment, avec pas mal d'IA, etc. Mais voilà, c'est surtout au niveau se faire connaître sur LinkedIn. Donc j'ai une formation complète là-dessus. J'ai créé tout un système aussi de prospection que je vais peut-être d'ailleurs transformer en SaaS, si toujours sur le même sujet. Et donc, je suis focus à 100% sur cette formation. J'ai déjà pas mal de clients sur ce truc-là, donc j'ai beaucoup de retours et donc j'optimise à fond pour ce produit. Et donc, je me considère plutôt comme formateur, ouais, avec une formation en ligne et puis je fais des formations présentielles, des workshops, des conférences et je fais encore un petit peu de prestations. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, c'est 20%, quoi, je dirais. Ok. Pourquoi ça te fait un peu moins kiffer qu'avant? Là, t'es plus. Ben, en fait, ouais, ça me fait moins C'est dans kiffer cet objectif de scalabilité. et c'est moins mon sweet spot, quoi. C'est vraiment moins mon sweet spot, la En termes de prestation. plaisir ou en termes de performance? Les deux. Ok. Je suis moins performant en prestation parce que je suis pas le meilleur, quoi. Je suis pas le plus organisé, je suis pas le plus sérieux en prestation. Tu vois, je suis Ouais. pas le gars le plus, je suis pas assez carré, tu vois, pour faire vraiment des hyper bonnes prestations. Je peux aller super vite, je peux être hyper efficace, je peux mettre en place des trucs vraiment très sympas, etc. Mais je me lasse très vite. Tu vois, et du coup, ça peut me manquer un peu de sérieux, et donc je suis pas le meilleur pour la prestation. Par contre, en formation, en coaching et en conférence, etc., je me trouve meilleur parce que je prends plus de plaisir. J'adore transmettre des connaissances, j'adore aider et voir que j'aide la personne. Alors qu'en fait, les prestations, mais évidemment, je touche aussi plus des PME, TPE, PME. C'est une clientèle aussi un peu moins kiffante parce que bon, ils te payent juste pour une presta et t'implémentes et ok, merci, merci, au revoir. Et puis après, t'as aussi pas mal de petites emmerdes par la suite. Ah, il faut changer ci, il faut faire ça. Tu peux vite perdre ton temps avec de la prestation. C'est moins scalable. Voilà, c'est pas mal d'emmerdes. En fait, avec la prestation, je trouve que tu transfères un peu le côté redevable
typiquement, tu vois, un employé il est redevable avec son patron, à son patron, mais quand t'es en prestation, t'es redevable envers ton client, et tu le ressens très fort quand t'es en presta parce qu'il a payé pour sa mission, et donc il a des attentes, il a des trucs, et tu dois être là pour y répondre, et toi t'es un peu à son service pendant la mission, et du coup tu te donnes, ça tu perds du temps, et t'en as qui sont parfois très compliqués, alors que tu vois la formation c'est différent, tu transmets tes compétences, tes connaissances de la meilleure manière possible, de la manière la plus pédagogique possible, et après ensuite le gars il en fait ce qu'il veut, tu vois. T'en as ils vont l'utiliser pour faire des grandes choses, et t'en as ils vont jeter ça à la poubelle. Et ça l'approche elle est différente aussi, parce que quand tu fais une formation tu crées quelque chose, après tu le proposes aux gens, alors que quand tu essaies de faire une prestation, le gars il te dit ce qu'il veut et tu dois le faire pour lui. Peut-être la logique elle est inversée, tu te sens peut-être un peu moins libre que quand tu crées des choses, tu proposes ton contenu. C'est vrai que c'est vrai que c'est un bon point. La logique derrière est un peu différente. C'est moi qui suis libre de créer une formation. Fais ce que tu veux au final. Que j'ai envie de créer, exact. Là où pour le client, je dois créer un truc pour lui, quoi. Enfin vraiment, c'est lui qui veut que je crée un produit de telle ou telle manière. Et c'est vrai, c'est un bon point. J'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que je suis vraiment plus dans une transition formation, quoi. Hop. Ici Sacha en voix off qui interrompt ce 16e épisode avec Pierre Évrard. Ça fait déjà 10 minutes que tu écoutes l'épisode, donc j'espère que l'épisode te plaît. Je t'interromps pour te demander deux choses. Premièrement, est-ce que tu peux partager cet épisode à un max de monde, un max d'entrepreneurs, un max d'amis, ça aiderait vraiment le podcast. Et par-dessus tout, est-ce que tu peux venir me dire tes retours vis-à-vis du podcast, des feedbacks vis-à-vis de ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, des potentielles améliorations pour améliorer ton expérience d'écoute. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Tu peux venir le faire sur le podcast, sur l'Instagram du podcast, Mind My Business-podcast, ou venir me contacter directement sur LinkedIn, Sacha Delcourt. Ça aiderait vraiment le podcast. Deuxièmement, plusieurs fois dans les derniers épisodes, on a mentionné des incubateurs de start-up, des événements, des soirées de networking, et j'ai reçu plusieurs messages sur Instagram de personnes demandant quels sont les futurs événements, quel incubateur de start-up tu recommandes, etc. Des gens qui m'ont dit oui, les conseils que donnent les entrepreneurs à la fin d'épisode, c'est souvent s'entourer, etc. Mais quelles sont tes suggestions? Et là, justement, il y a un super salon qui vient en janvier à Mons, en Wallonie, le 17, 18 et 19 janvier 2025, avec pas mal d'entrepreneurs super intéressants. Par exemple, récemment, j'ai lu le livre Entreprendre pour être libre de Éric Larchevêque, un serial entrepreneur qui a lancé Ledger, une plateforme de crypto. Il sera au salon, il va donner un speech là-bas. Il y a également Mounir Lagoun de Finari. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui vont donner des speeches, et en plus ça permet de rencontrer pas mal de monde. J'y serai. Voilà, c'est un salon que je recommande. J'ai eu un coupon de réduction de la part de l'organisation Sacha10, S-A-C-H-A 10, pour avoir 10% de réduction. Les places coûtent pas très cher, c'est à partir de 20 €. Donc voilà, c'est ce genre d'événement que je recommande pour aller rencontrer un peu du monde, un peu rencontrer l'écosystème entrepreneurial, notamment wallon, en plus de s'inspirer d'autres superbes entrepreneurs. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin d'écoute. Je mets toutes les informations dans la description de l'épisode. Et dans l'idée, alors, c'est toujours proposer des choses et voir si les gens vont kiffer. Au-delà d'une formation, leur proposer des SaaS qui répondent à des besoins, parce que dans plein de vidéos que tu fais, au final, tu crées un peu des petits business. Pourquoi juste tu les laisses dans des vidéos et après tu laisses les gens s'intéresser à ça au lieu d'essayer de, je sais pas, créer plein de petits business sur le côté en plus? Parce que c'est toujours dans l'optique de créer du contenu et transmettre des compétences. Pour moi, c'est mon focus, plus que créer des mini-business. Ouais. Maintenant, je l'ai fait aussi. Et... Ouais, je vois plein de trucs, par exemple, quand tu fais, je sais pas, répondre avec ChatGPT sur un email, je sais pas, je pourrais en faire des petits SaaS, quoi. Ouais. Mais oui, c'est vrai que ça m'attire moins. Okay. Ça m'attire moins, et puis de toute façon, je pars du principe que quand tu veux vraiment faire booster un projet ou un business, faut y aller à 100%, Mais j'ai du mal avec le côté side business quand même, tu vois. Enfin, je suis un peu sceptique parce que quand tu veux vraiment avoir des gros résultats pour dans un projet, il faut quand même y donner de l'énergie. J'ai essayé pas mal de side business, ça a marchoté, mais j'ai du mal avec le côté projet pas 100% accompli, où je vais pas au bout des choses, et j'ai du mal à aller au bout des choses quand je fais plein de projets différents. J'essaie vraiment d'être hyper focus dans un truc aujourd'hui, et de le faire à fond, de le faire bien. Surtout quand on est solopreneur, on est tout seul, on n'a pas beaucoup de temps. Vaut mieux mettre toute son énergie dans dans une seule direction, plutôt que s'éparpiller à faire plein de trucs. Je l'ai fait pendant longtemps, et je remarque que je suis beaucoup plus heureux, et je suis beaucoup plus productif, et j'avance bien mieux quand je suis 100% focus sur un truc. Donc même si je commençais à créer des petits SaaS,
c'est quand même du défocus. On pourrait se dire ouais mais tu le crées et puis tu fais plus rien. Non, c'est pas vrai, tu vois. Tu pourrais avoir un petit peu de support client si t'as des clients qui sont pas contents ou qui demandent un truc machin, un peu de maintenance, t'as une nouvelle idée, il faut optimiser, créer une nouvelle fonctionnalité. Enfin, c'est du boulot, tu vois. Ouais. Sauf si vraiment tu te dis je passe genre je fais un sprint pendant 3 jours, je le crée, puis je le délègue à 100%, ça peut être une option. Tu délègues quoi Euh, avec le la service maintenance, client, le support, les futures optimisations, le marketing, Ouais. faut le vendre. Parce que je sais pas, je pense qu'il y a deux écoles pour ça. Il y a des gens qui sont un peu comme toi d'aller à 100% sur un truc, et il y a des gens qui aiment bien faire plusieurs trucs en même temps. Et après, c'est un peu cette logique de pas mettre ses œufs dans le même panier, j'en sais rien. Après, il y a la logique de brûler ses bateaux. J'ai qu'un seul projet, j'ai pas le choix, faut qu'il marche. Ouais. Parce que j'ai l'impression aussi quand tu fais plusieurs projets, il y a un peu des bottlenecks entre les projets. Par exemple, je sais pas, tu crées ton SaaS et puis tu fais de la communication dessus. Pendant quelques jours, le temps que les gens essayent, par exemple, t'as rien à faire. Et donc, dans ces jours-là, par exemple, tu peux travailler sur un autre projet. Et j'ai l'impression, et en plus, il y a des synergies entre les projets que tu peux faire. Donc, je sais pas. J'aime bien les deux approches. J'ai l'impression que les deux sont quand même intéressants parce que t'as ce côté synergie, ce côté bottleneck entre chaque étape de ton projet où tu peux faire d'autres étapes sur d'autres projets. Je pense que ça peut être sympa. Mais en fait, Pas trop de projets, mais pas trop peu non plus, je dirais. moi j'ai l'impression que quand c'est un peu un autre business ou un autre projet, mais qui va toujours servir les mêmes clients, le même pain, Ouais. tu vois, qui va être complémentaire à ce que tu fais déjà, je le vois pas tant comme du défocus parce que c'est une offre en plus. Genre là, par exemple, j'ai ma formation sur LinkedIn, et là dernièrement j'ai créé une sorte de mini SaaS ou une sorte de tout un système de prospection 100% centralisé sur Airtable où tu peux tout automatiser sur Airtable. C'est une sorte de mini SaaS et c'est un peu un truc à part, mais c'est hyper complémentaire. Mhm. Tous les clients de ma formation, du coup, ils ont acheté mon système, et ça a aussi fait connaître ma formation parce que j'ai fait une offre où tous ceux qui rejoignaient la formation pouvaient accéder gratuitement à ce système. Donc tu vois, ça rend le truc très complémentaire. Et là maintenant, je vais potentiellement aller le transformer en vrai SaaS, en vrai code, etc. Et là, ça fait sens parce que c'est très complémentaire. Tant que c'est dans la même direction, pour moi, ça va quoi. Ouais, c'est ce qu'on discutait au tout début avant le podcast, c'est cette idée de personal branding au-delà des business que tu fais. Ta communauté est quand même super intéressée par les thématiques que tu proposes Ouais. sur no-code, sur l'IA. Je pense que si tu commences à parler de produits pharmaceutiques, tu vas perdre 90% des gens. Donc tu peux lancer un peu n'importe quel projet dans ce domaine de no-code et d'IA. Ta communauté va un peu être curieuse d'aller voir ce que tu as fait. Et donc, voilà, là, je pense pas qu'on parle du focus, c'est clair. Non, ouais, c'est clair. Et puis comme tu dis, hein, on parlait de personal brand. Voilà, moi je connais maintenant les personnes qui me suivent. En tout cas, je vois plus ou moins tu vois, le type de personnes qui me suivent. Je sais ce qui les intéresse. Je sais quels sont leurs pains, etc. Donc tant que je fais des produits ou des offres qui correspondent à ce type de profil, je sais qu'il y aura des gens derrière pour les acheter. Donc ça match, mais je me verrais pas lancer un produit totalement autre sur une autre cible. Ça, c'est un vrai défocus que j'essaye d'éviter aujourd'hui. Après, ça veut pas dire que dans quelques années, je vais pas me relancer dans un autre side un peu rien à voir quand j'en aurai envie. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase où j'ai envie de mettre de l'intensité dans mon business. J'ai envie de vraiment faire décoller les choses très sérieusement, d'aller très loin. Voilà, tu vois, j'ai vraiment envie d'accélérer. Donc pour ça, il faut que je mette un focus à 100% dans ce que je fais. Même si déjà, Donc, là, voilà. maintenant, t'as, je sais pas, quelque chose de confortable qui te permet d'aller voyager quand tu veux, d'aller. Ouais, mais je suis pas sur le côté confort de vie. Là, je suis plutôt sur le côté satisfaction professionnelle. Tu vois, le côté amener un business loin, haut, impacter pas mal de monde. Tout casser. Voilà, tout casser, quoi. T'as bien résumé. Non, mais en gros, ouais, m'amuser professionnellement et voilà. Moi, j'ai jamais été vraiment attiré par l'argent, tu vois. Je suis c'est pas un truc qui me drive suffisamment pour me motiver à bosser. Moi, je suis vraiment plutôt drivé par le kiff professionnel de ce que je vais créer, ce que je vais faire. Tu vois, on pose souvent la question, qu'est-ce que tu ferais si là, maintenant, on te donnait 10 millions sur ton compte, tu vois, qu'est-ce que tu ferais? Et moi, je ferais exactement pareil. Covid. Moi, Toujours CrossFit. Covid. CrossFit. Non, moi, je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui. Parce que je kiffe créer du contenu, je kiffe mon style de vie aussi. Je vois pas quel autre style de vie pourrait mieux me correspondre.
tu vois, pouvoir faire mon sport, pouvoir gérer mes journées comme je veux, pouvoir bosser comme un malade si je veux pendant 2 jours et puis plus rien faire pendant 2 autres jours. Enfin, moi, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc, l'argent, à part, oui, si je gagne plus, je pourrais, d'office, t'es jamais con de gagner plus d'argent, mais c'est pas ça qui me rendrait plus heureux, je crois. Aujourd'hui, ce qui pourrait me rendre plus heureux, c'est de voir l'impact que je peux avoir, dans la vie des gens, ou en tout cas, dans leur business, tu vois, sentir que je les aide. Moi, c'est vraiment le truc que je valorise le plus. Donc pour ça, ça me demande de mettre un focus, ça me demande de me concentrer sur ce que je fais déjà aujourd'hui, mais de le faire encore mieux, quoi. Ok. Voilà. Premièrement, trouver ton kiff et après, à partir de ce kiff-là, essayer d'en faire un business autour. Je vais citer un grand homme qui m'a dit quelque chose il y a 4 ans. Il m'a dit, il s'appelle Pierre Évrard. Il m'a dit, moi, dès que j'ai un kiff, j'essaie de le monétiser et d'en faire un business. Là, je te propose, on va donner une petite image de toi maintenant. Je te propose de revenir, du coup, 10 ans en arrière et de voir un peu les premières formes d'entrepreneuriat que tu as faites. Vraiment, les premières choses qui s'apparentent à l'entrepreneuriat. Philippe, que tu connais, et c'est marrant ce que je disais dans ce podcast, t'as été stagiaire dans 2 des startups qu'on a interviewé. Il y a David Laché avec How I Met épisode 12 et Philippe Corbusier Befoodie épisode 3. Donc Pierre a travaillé dans ces 2 startups là et après a fait tous ces business. Philippe nous avait dit, par exemple, ma première forme d'entrepreneuriat, c'est quand je jouais à LoL, j'ai créé un site web avec C'est vrai. les gens de mon équipe. Il m'avait dit ça. Toi, tu dirais, c'est quoi le premier truc qui s'apparente à l'entrepreneuriat? Ouais, donc même sans parler de ces 2 expériences avec Phil et David, bah, Ouais. Non, vraiment, le truc, je sais pas, t'as 12 ans, tu vends des limonades, genre, c'est quoi le truc? Non, ce que j'avais fait, j'en avais déjà parlé un petit peu dans d'autres interviews. Il y a 2 petits projets que j'avais déjà fait quand j'étais plus jeune, notamment un mini business, on va dire, autour du café, où pendant une période, je m'étais pris une zine autour de la création de la production de champignons à base de marc de café. Et donc, ouais, pendant un petit temps, voilà, pendant cette zine, on va dire, je me suis intéressé, je me suis renseigné sur le sujet, j'ai commencé à récolter de la marc de café dans mon voisinage, j'ai commencé à aller produire des champignons chez moi, avec, donc chez ma mère à l'époque, pour ensuite, voilà, produire ces champignons et pour ensuite aller les vendre. Donc ensuite, après, concrètement, j'allais juste chez les personnes chez qui je récupère un marc de café, je leur proposais champignons, j'ai fait ça un petit peu, ça a marchoté, c'était marrant, mais après, je me suis hyper vite lassé, parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me faisait, voilà, absolument vibrer, mais c'était hyper marrant. Et un autre truc que j'ai fait aussi, c'est quand voilà, c'était dans le cadre aussi un peu de l'école, on avait créé un projet de porte-clés en Lego. Donc là, on a appelé ça les polyplaquettes. C'était bon, honnêtement, c'était pas incroyable, c'était très basique, c'était un peu nul, mais par contre, c'était une bonne expérience en termes de gestion d'équipe, en termes de comment travailler à plusieurs, comment marketer un produit, comment le créer déjà, faire un petit business plan, des petits trucs un peu basiques d'entrepreneuriat, on va dire. Donc ça, c'était aussi une chouette expérience. Donc, t'avais un Lego sur ton mur et quand tu rentrais, tu mettais T'avais ton une plaque de Lego un peu designée que tu collais à ton mur. Et puis ensuite, quand tu rentrais du boulot ou quoi, ben t'avais une petite plaque de Lego sur ton porte-clés et tu pouvais du coup le fixer sur ta plaque en rentrant, quoi. Voilà, truc assez. Je suis sûr que ça marcherait encore en vrai. Ouais, en vrai, oui, why not? Mais surtout, je pense qu'il faut y faire des designs très sympas, quoi. Toi, un design. Mais en plus, je pense que j'ai vu une pub Facebook il y a pas si longtemps, mais je pense pas que c'était des Lego, mais c'était un peu dans le même genre. C'est Mais tes collègues de l'époque quand t'avais 17 ans, ils sont en train Ouais, de c'est ça. faire, ils t'ont pas dit. Ils ont pas lâché le bazar. Ah non, et en plus, après ça, on a fait un autre projet aussi. C'était le fait de pouvoir vendre des espèces de plantes un peu, je sais pas comment dire ça, mais en gros, on avait acheté de la terre séchée comme ça et des graines, voilà, des simples graines, et on avait tout combiné, et donc on avait une espèce de boule de terre séchée avec des graines à l'intérieur, plus un mini pot. Donc en gros, tu pouvais juste acheter ce petit kit-là, tu mettais de l'eau et t'avais directement une plante qui poussait, quoi. On avait fait ça aussi, et ça, on a eu aussi des chouettes retours. Mais non, pour revenir sur les polyplaquettes, je pense que l'idée aurait pu marcher, parce que j'ai vu une pub il y a pas longtemps qui avait l'air de bien fonctionner, mais là, c'était plus smart, parce qu'en fait, c'était genre 2 cœurs coupés en 2. Enfin, tu vois, un cœur coupé en 2 de chaque partie, et en gros, bah, quand la femme rentre, elle mettait la moitié du cœur, et quand l'homme rentre, il mettait la deuxième moitié, et ça formait un cœur, quoi. Et avec chaque fois les clés des deux. Donc, bon, ça
c'était plus mignon, c'est plus marrant. Et toi, genre, typiquement, genre de trucs, c'est des trucs marketing qui marquent. Ouais. Parce qu'il y a un message derrière, il y a, tu vois, un côté mignon, le c'est côté, cool. la Pour un meuf. cadeau ou quoi, Pour un cadeau, voilà, typiquement des trucs cadeaux, enfin, voilà. Mais, enfin, bref, ça, c'était mes toutes premières expériences. Quand je découvrais l'entrepreneuriat, mais il faut savoir que moi, j'étais un peu, je dirais que j'ai eu une période où j'étais un peu trop foufou, on va dire, dans le côté, entreprendre, dans le côté, je découvrais le dev perso aussi en même temps. Donc, 18 ans, là. j'étais un peu plus jeune encore, non, j'avais 16-17 ans. Et Tu suivais qui à 10 ans? ben, je suivais pas mal David Laroche et Antoine BM à l'époque. C'est un Avec peu qui les. t'as travaillé après David Laroche? Ouais, vite fait, ouais. Mais c'était très vite fait parce que c'était du montage. Donc, tu vois, je l'ai même pas vu, je l'ai même pas rencontré, mais très vite fait. Du coup, ouais, du coup, ça a été mes deux grandes inspirations. Je dirais que David Laroche plutôt sur le côté dev perso et Antoine BM plutôt sur le côté entrepreneurial et création de contenu. Mais du coup, ouais, j'ai eu une période où je me suis lancé sur YouTube, j'ai commencé à faire des vidéos. Ben, c'était un peu dev perso. Okay. Mais bon, honnêtement, quand je regarde. Là, c'est ton retour sur YouTube après 10 ans. Là. Ouais, on peut dire ça. Mais franchement, quand je prends du recul sur les vidéos que j'ai faites à l'époque, bon, c'était un peu éclaté, quoi. Franchement, j'avais l'air d'être un gosse surexcité, genre ouais, j'étais vraiment trop emballé sur. Et ouais, c'était un peu. Non, c'est cool. Mais après, avec du recul, c'est mignon, tu vois, c'est mignon et j'étais motivé, T'as appris des trucs. j'étais hyper déter. Ouais, non, et puis ça m'a permis de trouver ça m'a permis de créer mon tout premier business sans forcément le vouloir, sans faire exprès, parce que j'ai commencé à créer des vidéos YouTube. Je pense que j'avais 17 ans. Bah d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir pas mal de moqueries aussi de mes potes, parce que t'imagines bien, je commençais à faire des vidéos sur le dev perso, sur je sais pas, sur le minimalisme. Mais après, je peux comprendre, c'est des sujets que je maîtrisais même pas forcément, et j'en parlais juste parce que tu vois, j'étais emballé de découvrir plein de sujets et je voulais en parler. Et j'étais aussi à fond en mode tu vois, je testais plein de trucs, je faisais des vidéos un peu en mode vlog où je parlais et je donnais un peu des leçons de vie, mais tu vois, alors que j'avais 18 ans, enfin tu vois, c'était un peu bizarre. Puis j'ai commencé aussi et je me suis chauffé, j'ai fait une expérience sociale aussi en mode caméra cachée. Je sais pas si t'avais déjà vu ça. Bah ça aussi, je me suis pris dans des délires. J'ai fait un casting pour à l'époque, ouais, je te jure, j'ai fait un casting avec ma copine de l'époque pour faire une expérience sociale sur le viol. Et donc, on a dû faire un casting, on était, je sais pas, une cinquantaine, et on a dû mimer, ou en tout cas jouer le viol. Et donc, moi, je devais faire genre que j'allais agresser ma copine. Mais évidemment, pas vraiment la violer, mais je veux dire, une agression, quoi, comme si t'étais dans la rue que tu vas agresser une fille. Et on a dû jouer ça, et on a choqué tout le monde dans la salle. Parce qu'en plus, ma copine de l'époque, elle faisait du théâtre, elle jouait dans une comédie musicale, donc tu vois, elle faisait ça bien. Et moi, je pense que je me suis bien mis dans ce rôle de gros agresseur violent. Et donc, ça a choqué tout le monde parce qu'en plus, ma copine de l'époque. C'est une caméra cachée dans la rue ou quoi, et les gens non, mais les réactions autour. Ouais, mais c'est ça. Mais donc d'abord, on a dû passer. D'abord, on a dû faire le casting et il y a eu pas mal de participants pour participer à ça. Et on a fait ça et elle a mis des cris dans la salle. Tout le monde s'est arrêté de parler parce qu'il y avait plein de monde, tu vois, et comme il y avait tous les participants, etc., t'avais tous les jurys et t'avais plein de participants dans la salle et on a commencé à gueuler, mais genre même moi ça me mettait mal et tout le monde qui s'est tué dans la salle, tout le monde qui a commencé à nous regarder et même les jurys ils étaient comme ça, ils étaient choqués et du coup on était là, bon mais je sais pas si c'est bien, mais voilà, fini. Et une semaine après, on nous a recontactés en disant, voilà, vous avez été pris, vous nous avez impressionnés, etc. Ils ont pris une semaine à récupérer. Ouais, c'est ça, à dormir, à essayer d'éviter les cauchemars. Et ouais, mais même moi, je te jure, ça me mettait mal, hein. Et puis du coup, bref, j'ai fait cette. C'était comment avec ta copine le soir quand vous rentrez? T'avais un petit non, franchement, ça allait. Non, ça allait. Mais tu verras, mes expériences sociales, c'était un peu différent, par contre. Mais du coup, on a été pris. Mais en fait, là, j'explique ça pour montrer dans quel état d'esprit j'étais. J'étais vraiment dans une période, donc vers 17-18 ans, dans une période, je voulais tout faire. Genre, j'avais zéro limite. Je voulais tout le temps, j'étais tout le temps en mode, je voulais sortir de ma zone de confort. C'était vraiment ça mon mot-clé, c'était sortir de ma zone de confort. J'ai eu une période un peu plus jeune où j'avais pas forcément confiance en moi, où tu vois, j'étais un peu parfois en retrait. Et là, je sentais que j'étais dans une période, genre, j'explosais, genre, plus de limites, sortie de zone de confort, et je faisais tout. Genre vraiment n'importe quoi. Je suis parti parfois tout seul à l'autre bout, je sais pas, je sais pas, dans le sud de la France tout seul pour aller faire des trucs. Enfin, j'ai eu des délires, je me dirais, mais maintenant, mais comment j'ai pu avoir le courage, la motivation de faire ça, quoi. Enfin, bref, et donc du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait cette expérience sociale.
on a été pris, on a fait la séance, donc c'était à Bruxelles, à l'entrée d'un métro. T'imagines le truc horrible, avec plein de passants. Et en gros, on devait, c'est sur YouTube, hein, pour ceux qui veulent aller voir, mais Vas-y, je c'est vais aller voir vraiment direct. horrible. Moi, je peux plus la regarder, ces vidéos, c'est affreux pour moi. Mais bref, et du coup, Faut écrire quoi sur YouTube? et j'étais très jeune, ça je dirais pas. Ok. Vous pourriez voir. Et donc, Ils vont faire 14 vidéos de harcèlement dans la rue. en plus, elle a eu plus de 4 millions de vues, je pense maintenant, ou 5 millions de vues. Donc voilà, mais T'as jamais arrêté dans la rue? Putain, je t'ai déjà vu. ouais, mais t'es le violeur, Barcelone. toi, le gros violeur. Non, heureusement. Et du coup, ouais, entrée de métro, et on devait jouer le viol. Donc moi, on était dans un petit coin comme ça, et je devais vraiment faire genre je l'agresse, et elle criait de toutes ses forces. Je prenais ses affaires, je les jetais par terre, et et je lui disais ta gueule comme ça. J'étais genre méga violent, mais c'est bon ta gueule, non, laisse-toi faire et tout, et genre horrible quoi. Et elle gueulait de toutes ses forces, et donc même moi, tu vois, j'avais un peu une dualité dans mon cerveau entre je suis dans mon jeu d'acteur, je lui fais du mal. Enfin, en gros, je fais genre, je lui fais du mal. Et j'avais une autre partie de mon cerveau qui était là, mais qu'est-ce qui est en train de se faire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Genre, tu vois, moi, c'est ma copine, donc je suis aussi en mode protecteur. Je dois la protéger, mais je suis aussi l'agresseur. Donc j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'était Bordel dans trop le bizarre. cerveau, Ouais, dans là. mon cerveau, c'était horrible. Et en plus, le pire, c'est que première piégée, on va dire, c'était une meuf, qui a commencé à genre péter un câble, genre, Donc une passante. une passante. Donc en gros, on attendait qu'il y ait des passants et il disait go, tu vois, genre let's go. S'il y a une passante qui arrive et donc moi je commence à le faire et elle commençait à faire monsieur arrêtez. Et moi je disais non dégagez machin. Et, tu vois, je reste dans mon rôle. Fait monsieur dégagez. Et puis elle me prenait par le bras et me disait monsieur comme ça et c'était horrible. Et du coup moi je devais faire genre non dégagez machin. Et puis elle commençait à limite à pleurer en mode monsieur, je vais appeler les flics et tout. Et elle commençait à paniquer. Elle a commencé à pleurer. Du coup on a fait ok on arrête. Enfin on était c'est bon c'est une caméra cachée, etc. Et elle a commencé à pleurer. Elle s'est pas énervée. Mais non, elle a commencé à pleurer, à tomber en sanglots parce qu'en fait, elle-même s'est déjà fait violer plus jeune. Et donc, je pense que ça a fait revivre ces trucs. Moi, j'étais dans un état, c'était ma première. J'étais T'avais wow. 17 ans, du coup. Et j'étais hyper mal. Je sais plus, ouais, j'avais 17-18 ans. Et j'étais super mal parce que déjà le fait de le faire, c'est horrible. En plus, le fait de voir comment elle a réagi, genre, c'est pas en mode, oh putain, expérience sociale, machin. Non, elle était en train de pleurer. Donc, genre, horrible, quoi. Et donc après ce Qui a moment-là, organisé ça? c'est une chaîne YouTube qui fait que ça, mais ils en font encore, hein, ils sont assez connus. Enfin assez connus, voilà, ils en ont fait pas mal avec beaucoup de vues. Et bref, et donc ouais, à la fin de ce moment-là, j'avais une boule au ventre en mode waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Et bon après, finalement, on a continué, on en a fait plein. Vous avez fini le tournage? Ah ouais, on en a fait plusieurs, on a fait Ouais. plein de piégés. J'ai failli me prendre une droite aussi d'un mec qui arrivait, il allait mettre la droite et j'ai fait non, c'est C'est une caméra qui c'est une expérience. J'ai vraiment failli me prendre une droite, mais voilà, il y avait chaque fois des profils différents. Enfin, du coup, j'ai fait ça aussi, et là, c'est moi qui avais poussé et motivé ma copine de l'époque à le faire. J'avais YouTube, j'ai aussi commencé C'était à encore en chanter. secondaire, là. Ouais, Ok. j'ai aussi chanté dans un cabaret. Pouah, pire idée, je T'as sais fait pas un chanter. stand-up aussi. Je sais pas chanter, j'ai chanté horrible, hyper gênant. J'ai chanté faux, tu vois, parce que avec le stress, j'ai commencé à chanter faux, c'était Tu gênant. chantais bien de base? Bon, ça va, franchement, je chante pas bien, mais je peux chanter juste. Et du coup, bon, bref, pour montrer que genre j'ai vraiment eu 2-3 ans comme ça où je faisais plein de trucs. Et Avec du recul, c'est bien. non, Enfin, avec du recul, je suis hyper content parce que ça m'a créé une confiance en moi, ça m'a créé un truc de mode je suis capable tout faire, je suis quoi. capable de tout faire quoi. Je suis capable de j'en sais vraiment si je me sors les doigts, je peux vraiment me chauffer à faire n'importe quoi et ça m'a donné une confiance pour me lancer justement dans l'entrepreneuriat, dans le truc en me disant en fait si j'en ai envie, je peux y aller, il y a pas de limite quoi. C'était une période un peu bizarre avec du recul mais en même temps hyper formatrice. Et bref, c'est suite un peu à cette période et ça, YouTube. c'est un mal-être pendant des années. Tu parlais de manque de confiance en toi quand tu étais plus jeune, qui a nourri un peu ce désir d'aller sortir ta zone de Ouais, confort à fond et d'aller taper dessus par toi-même, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Bon, après, j'étais pas le mec autiste, zéro confiance. Hein. Franchement, ça allait. Je me faisais full pote à l'école. Ça allait, mais je sentais que j'étais pas le mec le plus confiant, tu vois, de la Terre. Je pouvais avoir parfois un peu d'anxiété sociale ou que je pouvais parfois un peu manquer de confiance pour certains trucs. Et donc, je pense que ça me fait du bien de me prouver à moi-même, surtout que j'étais capable de faire pas mal de choses, quoi. Et donc, enfin bref, voilà. Et bien après cette période-là, donc comme je disais, hein, j'étais un peu sur YouTube, etc. Et c'est YouTube qui a un peu démarré la suite où
où j'ai pu trouver mes premiers clients en montage vidéo, parce que un entrepreneur qui m'a découvert comme ça, qui a vu que je faisais déjà des vidéos, il me dit ah ben sympa, ben si tu veux tu peux m'aider à monter les miennes. Je commence à faire ça, puis à ses potes, puis c'est comme ça que j'ai fait mon premier business du coup d'agence de montage vidéo quoi. Donc voilà. Parce que en faisant des vidéos YouTube, t'as rencontré d'autres gens qui faisaient des vidéos YouTube, qui avaient du mal à monter. Ouais, T'as commencé à exact. les aider. Bah ouais, du coup, en faisant des vidéos, je me suis fait un petit cercle de connaissances qui faisaient un peu la même chose, qui faisaient aussi des vidéos. Et comme ça, de fil en aiguille, ben, il y a des personnes qui avaient besoin. Il y en avait un surtout qui s'appelle Enzo Honoré, peut-être que tu connais, qui est entrepreneur toujours aujourd'hui. Maintenant, il est plutôt axé sur le e-commerce. D'ailleurs, j'ai fait une interview avec lui qui dispose sur YouTube aussi, Ok. voilà, où j'étais encore monteur vidéo pour lui. Et c'est un peu grâce à lui aussi que j'ai démarré, parce que il a commencé à me présenter à ses potes, et il a commencé à en parler autour de lui, donc j'ai commencé à avoir comme ça quelques clients, et donc très vite, je me suis Tu l'as retrouvé rencontré comment, lui? Juste. via YouTube, je sais plus exactement comment, mais via quoi. Voilà, je sais plus exactement comment. Mais en tout cas, il faisait aussi des vidéos YouTube à l'époque, qui étaient pas hyper connues. Moi pareil, et donc on a commencé un peu à matcher. Et voilà, comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir mon petit panel de clients où j'avais déjà, je gagnais, pour l'époque, je gagnais 1000, 2000 par mois, parfois même un peu plus. Tout en faisant des vidéos sur le minimalisme ou t'avais arrêté? Ouais, je faisais toujours un peu de vidéos YouTube, mais là, j'essayais de faire des trucs un peu plus sérieux, entre guillemets. Enfin, je pense que c'était un peu plus quali. Je faisais un peu des interviews avec des entrepreneurs, etc. Et donc, ouais, j'ai eu cette période où j'ai un peu lancé mon agence en montage vidéo. À 18 ans, Ouais, ouais. Ça a commencé à 18 ans. Puis vers 19 ans, en parallèle, j'ai aussi... Donc, en fait, déjà, à cette époque-là, 18 ans, je démarre un peu ça. Donc j'avais mon statut étudiant entrepreneur dès que je suis rentré à l'UCL ici, donc à Louvain-la-Neuve. Puis j'ai fait 2 ans d'études ici, toujours avec mon business à côté. Et puis après, en parallèle... Pourquoi Enfin, les études? Pourquoi décision? Je sais pas, juste un peu 18 ans, c'est le moment de faire les études ou parce que j'avais fini mes secondaires et il fallait que j'enchaîne la suite logique, quoi. Et mes parents, ils voulaient que je fasse l'UNIF. Et moi aussi, en soi, j'étais un peu emballé au début de faire Sciences Éco. J'ai dit ça va être génial. J'ai rencontré pas mal de monde, etc. Il y a enfin, c'est pas vraiment des cercles, mais des organisations étudiantes plutôt entrepreneuriales. Donc je me suis fait des potes, etc. Mais bon, après, j'étais très déçu par le système éducatif. Très déçu par ce qu'on apprenait, par la qualité des informations. Genre, j'ai l'impression que c'était très vague, très théorique, et que j'apprenais rien vraiment de concret qui allait m'aider dans le business. Surtout que moi, j'étais déjà un peu dedans. Ouais. Et donc, je trouvais que c'était très décalé par rapport à ce qui allait m'être utile. À la limite, le plus intéressant, c'est limite la compta, quoi. Parce que la compta, bon, c'est des règles, enfin, c'est comme ça, pas autrement. Donc, t'as pas de, voilà. Donc, ça, c'était encore un peu intéressant, mais le reste, franchement, j'ai pas retenu grand chose. Et donc j'ai fait ça 2 ans. Puis en fait, à un moment donné, j'ai eu une occasion de partir. Donc vers 20 ans, j'ai eu l'occasion de partir un peu partout dans le monde pour toujours dans ce cadre d'agence vidéo, pour aller faire des tournages avec surtout un client, notamment des tournages à Los Angeles, à l'île Maurice, en France, et comme ça parcourir un peu plusieurs pays. Donc c'est des clients que t'avais avec qui tu faisais des montages et d'un coup ils te disent ok viens filmer aussi et faire le montage. Ouais, en fait c'était surtout un client qui voulait qu'on fasse des tournages comme ça un peu partout, à la fois pour faire des vlogs, mais aussi pour filmer, faire des tournages avec ses propres clients sur place dans différents pays. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'on est parti. Je sais plus combien, je suis parti 2 mois, je crois. Et donc là tu t'es dit les études j'arrête à ce moment-là. Et en fait à ce moment-là, il fallait que je fasse un choix, ouais, entre soit je continue les études. En plus ça allait être les examens, donc tu vois j'allais louper les examens. Donc c'était soit je continue les études. Et je loupe cette opportunité, soit je prends cette opportunité et j'arrête les études. J'arrête ou je mets en pause? C'était quoi dans ta tête à ce moment-là? Non, c'était vraiment plutôt j'arrête, Ouais. parce que après dans ma tête, je savais que c'est franchement, j'étais déjà assez décidé. C'était vraiment plutôt pour moi une occasion en or pour prouver à mes parents que c'était bon, je pouvais y aller, quoi. Et donc j'en ai parlé surtout avec ma mère, elle était genre assez vite emballée, assez vite let's go, vas-y. Mon père moins, et donc c'était plutôt mon père que j'ai dû convaincre. Lui était réticent, il disait ouais mais tu sais c'est hyper important pour plus tard, pour le diplôme, je pense que tu te rends pas compte, tu peux passer à côté de quelque chose, etc. Je dis ouais mais bon là moi j'apprends rien, et de toute façon un diplôme moi j'en ai rien à foutre, parce que je sais très bien que je veux pas devenir employé, je veux pas avoir de
Je veux pas rentrer dans une boîte, je veux créer ma boîte, donc ça me servira à rien. Donc voilà. Et donc je suis parti. Du coup, j'ai pris la décision d'arrêter et je suis parti faire ce petit voyage. C'était assez incroyable parce qu'en plus, du coup, moi, c'était tout frais payé et en plus, j'étais payé. Ouais. Donc je payais. En plus, on faisait des trajets en business class. Tu vois, en mode un peu luxe. Il louait des bagnoles de dingue aux États-Unis. Des Airbnb, des trucs, je payais pas un rond et j'étais payé, tu vois. Donc c'était assez ouf. Le rêve. Comme ouais, c'était vraiment le rêve. Et en plus, voilà, on faisait du tournage, montage. Il avait aussi acheté 2 drones, donc je faisais des plans drones. Enfin, c'était le kiff, quoi, tu vois. Et quoi, à ce moment-là, c'était quoi ton ratio en termes de travail et formation? Parce que bon, pour arriver à un niveau à faire des montages comme ça, Sur le comment- tas, j'ai ouais. appris. En fait, j'ai appris en faisant mes vidéos. Tes vidéos, toi? Bah ouais, parce que du coup, pour faire mes vidéos, j'ai dû apprendre à monter. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que je dis que je me suis créé mon métier sans le faire exprès. Parce que en me lançant sur YouTube, j'ai appris à faire du montage. Je me suis aussi fait des connaissances dans le milieu, ce qui a fait que, du coup, ça a matché entre mes compétences au montage, mes connaissances, boum, ça m'a créé un premier business. Là, jusqu'ici, il y a 2 trucs que je trouve qui sont cool à dire. Le premier, c'est que en faisant n'importe quoi, on arrive sur On d'autres devient choses. Et n'importe donc, faut qui. juste faire n'importe quoi. Rémi Gaillard. On prend n'importe quoi, on arrive à n'importe qui, ouais. Aussi. Mais je veux dire, juste en commençant à faire n'importe quelle chose, ça amène à d'autres choses par la suite. Donc, il faut juste commencer à faire quelque chose. Faut se mettre en mouvement, quoi. Faut se mettre en Et j'ai eu une période comme ça où je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, où je réfléchissais, mais qu'est-ce que je veux lancer, qu'est-ce que je veux faire. Et au final, je me suis rendu compte que ça sert parfois à rien d'être trop réfléchir. Il faut juste avancer, faire des choses, et puis ça vient naturellement, quoi. Donc, on commence à créer une vidéo YouTube, puis on devient infopreneur, et puis on fait des Ouais, trucs par la ou suite. autre chose, hein. Ça peut déboucher sur totalement autre chose. Il y a pas de règle, mais il faut juste faire des trucs qu'on kiffe, qu'on ressent. On se dit, ouais, je ferais bien ça, fais-le. Ouais. Je ne te dis pas, est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Non, juste fais-le. Fais-le et Puis tu verras. Surtout quand t'es jeune, t'as rien à perdre. Ouais. Tu vois, tu t'en fous. Ça, c'est le premier truc, juste faire et voir vers où ça mène. De toute façon, c'est en faisant qu'on sait si ça nous plaît ou pas, déjà, et ça va mener vers d'autres trucs. Et le deuxième truc, c'est aussi arrêter ses études pour se lancer à fond dans ses projets. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça. J'aime bien cette idée de, ok, t'as fait tes études, mais sur le côté, tu faisais tes projets. Et une fois que tes projets sont devenus quand même relativement gros, c'est là que t'as drop les études. Parce que j'ai l'impression pour pas mal de gens qui réfléchissent à ça, c'est un peu tout blanc, tout noir. Soit je veux devenir entrepreneur et du coup, j'arrête tout et je me lance là-dedans. Soit je fais mes études et puis je deviendrai entrepreneur par après. Je trouve que c'est un bon moyen de le faire, surtout quand on est jeune, on a plein d'aides en Belgique. Tu parlais du statut d'étudiant entrepreneur, des trucs comme ça, où tu peux faire tes cours et lancer ton business sur le côté. Et après seulement, si vraiment ça te plaît ton business et t'arrives un peu à faire des preuves business que ça fonctionne, c'est là que tu peux drop un peu les études. C'est une manière un peu plus soft, un peu plus sécure de le faire. Et, donc ça, je trouve, c'est cool à faire. Pas besoin de tout drop dès le début pour... Si t'es assez motivé, tu mettras déjà des places, enfin, tu mettras déjà des choses en place pour te créer un petit business en parallèle de tes études. Et comme tu dis, pour moi, c'est un peu une fuite de dire, ah ouais, je vais tout arrêter pour me lancer. Non, si tu veux te lancer, tu le fais déjà. Enfin, tu le fais et y a pas d'excuse. T'as pas besoin de tout arrêter pour te lancer. Ah oui, t'as pas besoin de tout arrêter, fais-le. Et puis pareil, hein, pour rassurer souvent les parents qui sont un peu frileux là-dessus, ou même pour te donner toi-même confiance, c'est quand même mieux d'avoir déjà un petit truc. Tu vois où tu vas au moins aller, quoi. Pas te lancer dans le grand bain et c'est à ce moment-là où tu fais rien. Tu te dis, ah, mais c'est bon, maintenant je vais me lancer. Ouais, ok, mais tu fais quoi concrètement? Enfin, tu peux potentiellement perdre ton temps. Et si t'es assez motivé, tu créeras déjà des choses. C'est pas le fait d'être aux études qui t'en empêche. Je trouve les études, ça t'aide aussi parce que, bon, ça te permet de rencontrer quand même du monde et voir des choses qui génèrent des idées. Moi, je parlais de mon cas, mais quand j'allais en cours, tu vois, ça me faisait chier d'aller cuisiner mes repas. Donc, oh putain, il n'y a pas de service qui propose des repas, je vais le faire. Donc, je vais créer My Green. Je trouve il y a plein de gens, leurs idées sont venues au fur et à mesure de leurs études. Il y a combien de startups, de syllabus, de trucs pour aider au cours. Ces idées-là, elles sont venues en étudiant, en faisant des cours. Donc, ça rejoint un peu cette idée de fais quelque chose et ça va mener à d'autres idées qui vont te mener à la suite, quoi. Ouais, clairement. Le nombre d'entrepreneurs qui ont démarré pendant leurs études, rien que quand tu regardes Facebook, voilà, Facebook a démarré pendant sa période d'unif, donc tu vois, il y a pas de règle. Faut juste y aller. Pour moi, c'est un peu des fausses excuses de se dire ouais, mais je vais tout arrêter pour me lancer, ou ouais, mais je suis aux études donc je peux pas me lancer. Non, faut arrêter, tu vois. T'as le temps pour le faire, donc voilà. Et là, tu reviens de ces 2 mois, le pur rêve, super kiff.
Il y a quoi qui se passe dans ta tête parce que du coup ce projet-là de voyager et faire ses montages tout en voyageant, il est fini. T'as des gros projets qui viennent dans ta tête à ce moment-là ou il se passe quoi? Bah là, à partir de ce moment-là, je me suis fait aussi un pas. Là, t'es full time. T'as plus à Là, je suis cours. full time, ouais. Là, je suis full time sur C'est ce quand même un business-là. gap, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc là, bah, évidemment, je dois avoir un certain revenu pour, voilà, pour mes frais, etc. Et donc, je développe le business de montage vidéo. Je recrute des freelance monteurs vidéo. Là, j'en avais 3-4 qui tournaient presque à plein régime pour mes montages. Donc ça marchait vraiment bien. Donc je suis arrivé sur une période où franchement ça marchait bien. J'avais pas mal de clients, des clients de plus en plus gros. Et puis il y a une période, donc j'ai fait ça encore 1 an ou 2, je pense, je sais plus combien de temps exactement, mais à un moment donné j'ai eu un peu un dégoût du monde de l'infoprenariat. Je sais pas, j'ai eu un peu un manque de sens parce que justement j'ai commencé à être assez proche ou en tout cas à bien connaître personnellement pas mal d'infopreneurs dans le milieu, quoi. Et je me suis rendu compte du gap entre ce qu'ils disent dans leurs vidéos et qui sont vraiment, ou tu vois, du sens qu'ils ont dans leur vie. En fait, concrètement, ça se sent que c'est que pour la thune, quoi. Enfin, beaucoup, c'est vraiment, ils font ça que pour la thune. Et ça avait un côté, pour moi, comme je t'ai dit, je suis pas motivé par l'argent. Et ça perdait un peu de son sens. Et du coup, comme moi, je les aidais, entre guillemets, à se développer, et que leur développement, pour moi, n'avait pas de sens, ben, du coup, je perdais aussi, moi, du sens. Donc, je sais pas, j'ai eu une période comme ça où j'ai plus trop envie. Enfin, j'étais plus du tout motivé. Et donc, Même si on regarde seulement l'aspect financier, le business tournait bien. et le business fonctionnait vraiment bien. Ouais, ça marchait bien. Bon, il y avait beaucoup de boulot. C'était assez stressant parce que c'est souvent avec des deadlines, c'était souvent beaucoup d'opérationnels avec du montage, des freelances à gérer. Donc voilà, mais en plus, donc c'est à cette période-là que je suis arrivé ici au CEI. Et donc j'ai rencontré Jean-Marc, j'ai rencontré un peu les gens du CEI, les coachs. Comment t'es arrivé ici? Juste chercher un coworking et j'ai débarqué ici comme ça. Et puis on m'a proposé d'être coach ici à l'incubateur, enfin au centre ici pour entreprise. Et j'ai trouvé ça assez cool. Enfin, j'ai bien aimé l'opportunité parce qu'en plus, T'avais quoi, 21 ans à ce moment-là? ouais, je pense. En fait, c'est quasiment 21, qu'on s'est 22. rencontrés. 21, 22. Je pense qu'on s'est rencontrés en 2020, 2021. Ouais, bah alors, ouais, c'est C'est à possible. ce Hein. moment-là, du coup. Ouais, c'est à ce moment-là, ouais. Bah, c'est vraiment, parce qu'en fait, au début, j'ai commencé à rencontrer du coup des startups ici, dans le coworking, notamment Sunslice, avec qui j'ai commencé à travailler. Mais en fait, après cette période-là, je suis un peu plus fait un switch dans le monde du marketing. C'est à ce moment-là que j'ai aussi rencontré Philippe, un peu avant. J'ai rencontré David, j'ai rencontré un peu après Sunslice. J'ai commencé à travailler avec eux, mais plutôt sur la partie marketing. Et donc, en fait, j'ai lâché ce business de montage vidéo. Et à ce moment-là, encore une fois, t'avais encore un pied dans les deux? Ou t'as arrêté l'infoprenariat et puis t'es parti Non, j'ai une toute petite période où j'étais un petit peu dans les deux. Puis à un moment donné, j'ai switché totalement vers le domaine marketing. C'est cool, j'ai l'impression à chaque fois ta transition elle est assez soft, tu vois. Genre, entre les études et le montage de l'infoprenariat, t'avais les pieds dans les deux. Une fois qu'il y en a un qui prend vraiment, hop, tu lâches l'autre. Là, C'est pareil, ça, ouais. entre l'infoprenariat et aider les business à se développer en marketing, hop, t'avais les pieds dans les deux. C'est ça. Ça Ouais, permet de faire souvent des transitions plus calmes. plus smooth, ouais, exact. Et en fait, mais du coup, le truc de montage vidéo, j'ai laissé le business à mes 2 meilleurs monteurs de l'époque, qui d'ailleurs eux par après ont continué à développer l'agence, qui maintenant a bien explosé. Ils l'ont bien fait exploser d'ailleurs. Elle a été cofondée aussi avec Alec Henry. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un entrepreneur assez successful aussi, et ils l'ont amené à il faisait plusieurs millions de chiffres d'affaires par an avec cette agence, donc gros succès. Et donc j'étais assez content de voir qu'en fait mon petit bébé de base, il arrivé à quelque chose d'assez ouf, donc c'était assez kiffant. C'était la plus grosse boîte pour infopreneurs qui existait, donc parce qu'en fait je savais que j'étais sur un marché très peu concurrentiel, il y avait pas de concurrents, donc il y avait un gap énorme sur le marché, il y avait une place énorme à prendre, quoi. Donc ça, trop cool de voir que ça a bien pris. Et moi, parallèle, du coup, j'ai commencé à faire des prestations de services en marketing, du coaching ici au centre et dans d'autres incubateurs. Et j'ai commencé à trop kiffer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à un peu découvrir le coaching, le côté formation, que j'ai adoré. Et c'est pour ça que j'ai commencé un peu plus à me développer aussi là-dedans et en faire de plus en plus, quoi.
Et de base, quand tu as commencé à travailler par exemple pour Bifoodie et développer ou Sunslice, de base c'était juste un coaching que tu donnais et puis ils t'ont dit bah viens bosser pour nous ou ça s'est fait comment? La première c'était quoi? C'est Sunslice? Non, au tout début, c'était Bifoodie, je pense. Mais là, j'ai fait un truc, j'ai fait une séance de networking. Mm. How I Met My Co-Founders, justement, de Ah, David. parfait, on met tous les épisodes en lien, là c'est parfait. Voilà, là, j'ai participé à une session de How I Met My Co-Founders où j'ai rencontré justement Philippe, avec qui j'ai bien accroché. Putain, j'adore comment tout est lié, c'est magnifique. Et puis du coup, on a bien accroché, on a bien sympathisé, et il avait besoin d'aide justement en développement de son projet Beef Fruity à l'époque. Et donc là, il proposait des smoothies frais du jour pour les entreprises. Et donc on a commencé un peu à bosser ensemble, on faisait des calls. Je me souviens surtout de ces périodes où on se posait ici justement au coworking et on faisait au coworking, on était en salle de détente souvent, La enfin salle de verte, call, là la salle de détente juste ici avec le billard. avec le kicker là? Ouais, avec le Ouais, kicker. la salle verte. Ouais, voilà. Mais une salle verte, c'est Ah, c'est une autre l'autre? salle. Ouais. Ok. La salle Tu connais verte. mieux, tu connais mieux. Voilà, bref. Et du coup, on avait des sessions comme ça l'après-midi, 3-4 heures, où on faisait que des calls. Enfin, que des cold calls avec des entreprises. On bookait des séances de dégustation gratuites sur le temps de midi pour les entreprises. Puis ensuite, il y avait des jours comme ça où on allait faire des dégustations, tac, 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 avec le bac de smoothies, puis on essayait de vendre nos Je trucs. sais pas si tu te rappelles, un jour on avait fait un coaching ensemble pour MyGreen, pour marketing digital. Et je sais pas, je te parle un peu de la stratégie à laquelle on a l'acquisition de nos clients. Et tu commences à me dérouler tout le truc. Ouais, je pense que tu devrais faire des dégustations de tes salades gratuites pour les entreprises le temps de midi. Ah ouais. Et après, c'est là que pour la première fois, je crois que tu m'as parlé de Philippe et de Bifoodie. Et je crois que je suis allé le rencontrer justement parce que tu m'en avais parlé. Bah ouais. Et puis on est resté un peu en contact. Et puis a eu lieu l'épisode avec Philippe. Bah voilà, tu vois, tout est lié. Tout est Tout lié. est lié dans la vie. Non, mais c'est assez ouf parce que du coup, j'ai rencontré Philippe comme ça a bien matché, on a bossé un peu ensemble. Mais du coup, j'ai aussi, il a parlé de moi à David, ou je sais plus, David s'était intéressé de moi parce qu'il avait vu que je bossais avec Philippe. Donc j'ai aussi commencé un peu à bosser avec David. Chez How I Met My Co-Founders, un peu sur le côté marketing, réseaux sociaux, des trucs un peu basiques. Mais bon, c'était aussi intéressant. Moi, je découvrais un peu le marketing, tu vois, à ce moment-là. Donc je me formais et je mettais en place des trucs. Donc c'était Ouais, t'as dit que t'avais assez acheté des formateur. formations assez chères quand même sur le marketing à ce moment-là. Ouais, je sais plus quand je l'ai acheté, mais j'ai acheté notamment une grosse formation, c'était sur la pub Facebook, sur la création de contenu, sur un peu aussi tout le mindset entrepreneurial, infoprenarial, etc., qui m'a pas mal formé sur pas mal de sujets. Et ça va, t'as eu la confiance d'acheter une formation en ligne à des milliers d'euros comme ça. Ouais, bah après, tu vois, j'avais déjà un peu de revenus qui rentraient avec mon truc de montage. Et donc voilà, j'avais des rentrées et j'avais rien à payer, quoi. Franchement, j'étais encore chez mes parents, j'avais zéro coût, zéro frais. Donc voilà, l'argent, je me suis L'abonnement dit CrossFit. autant. Ouais, non, c'était, je sais plus. Si, oui, c'est vrai que j'ai peut-être commencé le CrossFit à cette époque-là. À ce moment-là, tu faisais pas de sport? Si, Ok. si. Bah, je faisais au début. J'allais un peu à la salle, etc. Puis, enfin, quand même assez souvent en mode déter. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert le CrossFit et j'ai totalement switché vers le CrossFit. Puis après, tennis aussi. Mais donc oui, j'avais pas beaucoup de frais. Donc voilà, pour moi, acheter une formation, c'était un bon investissement de toute façon pour moi. Et enfin bref, après, du coup, voilà, j'ai fait Philippe, David, du coup, Sunslice aussi, avec Henri et Joff. T'as rencontré ici au CU aussi. Que j'ai rencontré ici. J'avais déjà C'est bossé quoi Sunslice déjà? Des panneaux solaires, c'est ça? Ils vendent des chargeurs solaires. Chargeurs solaires, ouais. Et notamment un des plus petits chargeurs solaires que tu peux retrouver sur le marché. Donc on a commencé aussi à faire des campagnes Facebook. Voilà, c'était vraiment mode e-commerce. Mhm. Et donc voilà, pareil, chaque étape. Je me rappelle à ce moment-là, tu m'as dit que t'étais payé, je crois, à la commission et c'était un truc assez stressant à ce moment-là pour toi. Ouais. Et après, t'as plus fait. Ouais, j'étais payé sur le bénéf. Ouais. Enfin, c'est un pourcentage. J'avais un fixe de base plus un pourcentage sur le bénéf. Voilà, basé sur les résultats. Et donc, et ouais, comme ça, en fait, j'ai testé aussi ce type de modèle et c'était intéressant, mais je me sentais trop dedans, en fait. J'ai l'impression que c'était trop mon business, alors qu'en fait, c'était pas vraiment le mien, donc ça crée un truc un peu bizarre. Parce mais que c'est dépendant aussi de comment est bon le produit. Ouais, c'est ça, t'es T'as dépendant pu du faire la meilleure business. campagne du monde si les trucs marchent pas. Ouais, c'est ça. Et
Et voilà. Et donc, ouais, mais c'est en fait, chaque étape, c'était hyper formateur. Avec Philippe, j'ai appris le cold call. Avec David, j'ai appris plutôt le côté networking, parce que je faisais beaucoup les events aussi avec lui. Donc, le côté un peu mise en relation, puis le côté un peu réseaux sociaux, parce qu'on fait beaucoup de réseaux sociaux avec David pour faire connaître les events ou machin. C'est à cette époque-là, c'est etc., que t'as vraiment, tu penses, créé ton réseau. Avant ça, Ouais, clairement, ouais. En tout cas, en Belgique, oui. Ouais. Après, niveau entrepreneuriat, c'était plutôt sur ma période de montage. Et puis voilà, Sunslide, ça m'a beaucoup formé sur la pub Facebook surtout, parce que là, on dépensait des milliers d'euros par mois, en mode de, voilà, on mettait pas mal de budget, donc ça m'a pas mal formé aussi. Donc voilà, chaque étape était hyper formateur. Puis après, j'ai accompagné comme ça pas mal de startups. J'ai commencé à, voilà, faire pas mal de prestats pour plusieurs startups. Puis j'ai commencé à faire des coachings ici, de manière très régulière, dans le centre, de donner des formations dans des centres d'accompagnement. Et c'est là que j'ai un peu enchaîné plutôt ma partie growth, marketing, où j'ai commencé à pas mal de me développer. Chouette période à ce moment-là. Ouais, bah ouais, Donc, là, quoi. ouais, non, franchement, j'ai kiffé parce que c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert tu vois, le milieu du coaching, des formations. J'adorais donner des formations, j'adorais faire du coaching. Et ça m'a ouvert un peu un nouveau monde, quoi, que je connaissais pas du tout. Et je l'ai préféré à la prestation. D'où le fait que, avec le Déjà temps. à l'époque? Ou à l'époque, Ouais, à tu l'époque, faisais ouais. un peu tout. Non, à l'époque, je préférais déjà. Ouais. Ouais. Et donc, voilà, d'où le fait que j'ai fait une transition petit à petit plutôt vers de la formation, quoi. Mm. Donc, voilà. Et à ce moment-là, tu te dis pas, vas-y, je vois tous ces entrepreneurs qui essaient de lancer des produits ou services ou quoi, vas-y, je vais essayer de le faire. Enfin, tu l'as fait avec une formation, mais à aucun moment t'as eu envie de toi aussi lancer un produit. Si, parce que j'ai eu une période, où j'ai voulu lancer un projet, enfin, où on a lancé un projet. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, hein, Maison Guipi. Ah oui, avec les maisons Ouais, les maisons de colocations retraite. entre seniors. Ouais, c'est ça. Ah, là aussi, je pourrais écrire un livre là-dessus, sur ce projet. C'est vrai, j'ai complètement oublié ce truc. Ah, on a vécu tellement de choses avec ce projet, mais hyper formateur. Mais donc ouais, j'ai lancé ça dans ma période où j'étais un peu ici, Ouais. parce que Là, t'as quoi, t'as 23 ans? Là, t'as 26, et là, à l'époque, c'était 23. ouais, c'est du mal moi, avec les âges, hein, mais je pense que ouais, je dois avoir plutôt 23 ans. Et j'ai rencontré voilà un gars, justement de l'incubateur étudiant, Ouais. qui était incubé ici. Et je sais plus comment je l'ai rencontré, on a discuté, on a très bien sympathisé et on a eu l'idée on a brainstormé pour lancer un projet ensemble carrément. Ok. Genre c'était l'objectif de lancer un projet ensemble. Juste, vous êtes kiffé, et puis vous avez lancé. Ouais. Moi, j'adore ça. Moi, je trouve que c'est trop cool de se concentrer sur le co-founder. Ok, je match bien avec ce mec, je pourrais lancer n'importe quoi. Ouais. Je pourrais faire une marque de briquet ou écrire un livre avec lui, j'en ai rien à faire. Je l'aime bien, ce mec, je pense qu'on match bien. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, moi, à l'époque, j'étais vraiment dans cette optique-là, hein, parce que je rencontrais chaque fois des gens, et puis j'étais chaque fois en mode, oh putain, on sympathisait, et du coup, tu vois bien, c'est quoi le genre où tu t'emballes avec des idées, t'es là, ouais, putain, imagine, on pourrait faire ça, ou ça, ou, oh, mais ouais, mais là, il y a une opportunité de dingue pour ça, et du coup, tu t'emballes, et tu te dis, ouais, vas-y, let's go, on teste. Et en plus de ça, comme à l'époque, moi, j'étais à fond dans le marketing, je donnais déjà des formations sur comment tester son idée de startup, en 7 jours. Je donnais aussi des formations sur comment créer son MVP. Tu vois, Le Glide aussi, là, faire son app en 2 jours. Ouais, mais ça c'est venu un peu plus tard, ça. Putain. C'est venu un peu plus tard, mais voilà, j'étais un peu déjà dans le domaine marketing, no code. Et donc évidemment, j'avais déjà des bonnes compétences. Et donc, on a eu l'idée de créer ce projet Maison Guipi. Et donc du coup, ce nom vient de Guillaume et Pierre. Ouais, tout simplement, Guipi, on s'est pas foulé. En plus, ça faisait un peu tu vois, hippie, tipeee, Ouais. voilà. C'est bien tombé. Voilà, c'est bien tombé. Donc voilà, on a gardé ça. Et on a démarré en faisant une campagne. Ça, c'est pour montrer à quel point, et j'utilise très souvent cet exemple dans des formations ou quoi, c'est pour montrer à quel point faut arrêter je sais pas, de brainstormer pendant des jours, ou alors de se faire des films dans tous les sens. Juste teste ton idée. On a créé une landing page en un jour, même pas, en une après-midi. T'as des outils à conseiller pour faire une landing page facile? Aujourd'hui, alors je sais pas, c'est pas les mêmes outils que j'utilisais à l'époque parce que ça évolue très vite, mais aujourd'hui je conseillerais Doric, 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 ou alors Card, Carrd. Voilà. Après Wix c'est bien aussi, c'est pas très cher. Il y a Umso aussi que moi j'aime bien, qui est un peu plus cher. Enfin, t'en as pas mal.
Mais si tu veux un truc vraiment complet, pas trop cher et accessible, Doric, c'est bien. Je pense que ça peut peut-être aider. J'en sais rien, un gars, il veut lancer sa nouvelle marque de chaises, mais elles ont une forme spéciale qui sont meilleures pour le confort des fesses. Comment on fait le landing page? On met quoi dessus? Comment ça se passe? Ah bah ça, j'ai une formation complète sur le sujet. Non mais évidemment, moi, j'en parle plus beaucoup pour l'instant parce que je suis moins dans ce domaine-là. Mais en gros, l'idée c'est quoi? C'est que tu fais une landing page qui partage ta proposition de valeur, où on comprend très vite quelle est ta promesse, qui est-ce que tu aides et comment. Donc l'idée c'est de sur ta landing page de proposer déjà un petit apport de valeur gratuit. Donc un call to action hyper rapide, hyper simple à comprendre, où tu vas déjà leur apporter un peu de valeur gratuitement. Donc ça peut être ça peut être une dégustation gratuite. Pour certains produits c'est un peu plus compliqué, mais par exemple pour une chaise, ça peut être peut-être participer à une expo gratuite dans la région. Ça peut être pour une chaise, tu vois, c'est plus compliqué. Tu vois, ça dépend des domaines. Typiquement pour Maison Guipi, ce que nous on a fait, c'est qu'on a fait une landing page où on met notre promesse, donc la colocation pour seniors. On a mis la colocation pour seniors débarque en Belgique. On explique un peu voilà le problème de l'isolement et de la solitude. On met en évidence les pains qu'on résout. On met en évidence comment on le résout. Donc avec des colocations entre seniors, c'est pas de l'intergénérationnel, mais que entre jeunes seniors. Et notre call to action, c'était découvrez les maisons Guipi disponibles près de chez vous. Voilà. Et donc on a fait ça en une après-midi. Donc le call to action, il était en fake door ou il y a vraiment déjà quelque chose? Non, et du coup, oui, c'était une fake door. Parce que évidemment, on n'avait rien. On avait créé ça en une après-midi. On venait d'avoir l'idée la veille. On n'avait absolument rien. Et donc les gens remplissaient un formulaire en 2 étapes. Donc on demandait quand même pas mal d'infos. Puis ensuite, ils faisaient rechercher. Et sur la page d'après, on avait juste mis un message en mode oups, aucune maison disponible dans votre région. Mais on vous contacte. Mais alors après, la suite, c'était mais si vous voulez affiner votre recherche, partagez-nous un maximum d'informations pour qu'on puisse vous revenir avec des maisons disponibles dès qu'elles sont disponibles. Ouais. Et donc, on leur faisait remplir un long sondage qui, là, nous permettait de répondre à toutes nos hypothèses, toutes nos réflexions qu'on avait autour du projet, comme est-ce qu'on doit leur faire à manger ou est-ce qu'ils préfèrent qu'on fasse à manger à leur place. Je viens de dire la même chose, mais en gros, est-ce qu'ils préfèrent faire manger eux-mêmes ou qu'on fasse à manger à leur place? Est-ce que ils veulent, je sais pas, tel type d'ambiance? Est-ce qu'ils veulent pouvoir ramener leur animal avec? Enfin, tu vois, ça permet de faire une étude de marché avec des gens déjà de base intéressés. Avec vraiment ta cible, ton persona, tu vois, pas ta famille, ouais, c'est ça, pas tes potes ou ta famille. Tu combien pour la colo? Ouais, c'est ça. Il faut. Pour moi, c'est débile d'envoyer des sondages sur des groupes Facebook. Faut faire ça avec ton audience, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et enfin bref, du coup, on a créé cette landing page en un jour avec ce sondage derrière. On a mis un petit budget de pub de 70 balles, donc sur une semaine, 10 € par jour, ciblé sur les seniors. Et on a eu full retour. On a eu, je sais pas combien d'inscrits, plus de 200 inscrits avec 70 balles. C'est là aussi à ce moment-là où tu as utilisé, je sais pas, des différentes propositions de valeur dans tes pubs pour essayer de voir celles qui... Ouais, on a mis plusieurs images, plusieurs titres, plusieurs textes pour tester aussi quelle est l'accroche qui fonctionnait le mieux, parce que souvent le trigger pour intéresser en tout cas les seniors, c'était soit l'isolement, soit la perte d'autonomie. Donc soit la solitude, soit la perte d'autonomie. Et ça, tu t'en es rendu compte en mettant par exemple 10 visuels avec écrit quelque chose différemment? C'était surtout les textes, les titres. Ouais. Donc on avait vraiment des titres plutôt axés sur la solitude et d'autres plutôt axés sur la perte d'autonomie, et c'était clairement la solitude qui intéressait beaucoup plus les gens, qui faisaient plus cliquer, ouais, qui convertissaient beaucoup plus. Donc c'est cool, juste avec des pubs, tu peux voir directement la proposition de valeur qui intéresse le plus. Ouais, clairement, rien qu'avec les pubs, tu peux déjà voir ce qui... parce que là, c'est vraiment du concret, quoi. Les gens... et en plus, c'est basé sur plusieurs milliers d'impressions. Donc, tu vois, c'est des données plus quali qu'un sondage partagé à 40 personnes, quoi. Donc, et en plus de ça, c'est des gens qui ensuite vont sur la landing page, remplissent le formulaire où on pose déjà quelques questions sur quel est leur budget, est-ce qu'ils cherchent pour eux ou pour leurs enfants, parce qu'en fait pour leurs parents, pardon, parce que aussi on se demandait si c'était pas les enfants qui allaient chercher ça pour leurs parents, tu vois, pour placer leurs parents. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup les seniors eux-mêmes qui postulaient tellement. Et ça, tu t'en es rendu compte en faisant des pubs sur des âges entre 5, 40 et d'autres. Ouais. Tu voyais... Non, pas 25 quand même, mais on faisait. Pas, 45, on faisait 35. En fait, on a fait juste de 30 à 70 ans. Enfin, sur Facebook, c'est au-dessus de 65, quoi. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu après qui répondait, quoi. Et t'as fait des pubs spéciales style, ok, t'es senior
voici ta solution pour l'isolement et des pubs. Est-ce que tu veux aider tes parents qui sont... Non, on a vraiment fait juste la colocation pour seniors débarquent en Belgique. On explique un peu le problème qui est que les seniors souffrent d'isolement et de solitude, de perte d'autonomie, et rien. Du coup, on a créé les maisons Guipi, des colocations pour seniors, et rien. Et voilà. Mais on n'a pas dit vous êtes, enfin vous cherchez un truc pour vos parents ou c'est pour vous. Non, on voulait justement pas cibler un des deux pour voir juste qui allait répondre. Voilà. Et donc on a eu comme ça très vite beaucoup d'inscrits. Donc on a commencé à rappeler les petites mamies au téléphone, passer des heures avec elles au téléphone pour affiner aussi le truc. On a eu tellement d'informations grâce à ça. Et là, on parle de quoi, de quelques semaines, quoi. En quelques semaines. Ouais, en quelques semaines. Mais déjà, la campagne, ça a duré qu'une semaine. Ouais. Déjà en une semaine. Donc entre l'idée et la validation de l'idée, ça a duré une semaine. Donc, tu vois, au lieu de réfléchir pendant une semaine, on a testé quelque chose, on avait directement un résultat, donc c'est quelque chose de très concret, quoi. Pratiques. Et puis des règles déjà des potentiels clients. Parce que du coup, c'est des gens qui étaient déjà hyper Tu te intéressés. rappelles combien d'inscrits sur la landing page? Bah, je te dis, hein, plus ou moins de 200 inscrits, quoi. Donc, tu regardes ça au coup par inscrit, c'est rien, quoi. Tu fais le 70 calcul. divisé par 200, Tu fais 70 divisé par 200, je te laisse faire le calcul. 33 centimes. Mais c'était vraiment pas cher, quoi. Et donc là, ça nous a donné la confiance, évidemment, pour se lancer. Et puis voilà. Puis, bon, après, je vais peut-être pas raconter tout le projet parce que c'est quand même très long. Okay. On a eu pas mal d'étapes. En gros résumé, on a lancé avec une première maison à Liège qu'on a louée pour la sous-louer. Et en fait, ça, c'est le MVP, quoi. Ça, c'était le MVP. Voilà. Juste louer. On a créé une ASBL pour pouvoir le faire, déjà, parce qu'on a vu que c'était le meilleur système pour le faire. Et ensuite, on a eu la période Covid qui est arrivée. Donc, on a commencé à faire les visites, puis boum, le Covid qui est arrivé. Putain. Donc, on a dû tout stopper. Parce qu'évidemment, t'imagines, en plus des seniors, tu les fais pas venir tous, tu vois, tous les ramener dans une maison. Enfin, du coup, on a dû tout stopper. C'était badant parce qu'on avait plein d'intéressés. Et en attendant, on a voulu mettre un locataire classique dans la maison pour attendre la période. Les frais, quoi. Ouais, couper les frais parce que nous, on louait, on payait 1500 balles tous les mois. Qu'on crachait comme ça, quoi. Et le but, c'était il y avait combien de chambres là-dedans? C'était 4 chambres. Et le but, c'était de sous-louer à quoi? 600 par exemple? Un peu plus, on avait mis 700, je crois. Okay. Ouais. Mais il y avait des prix différents. Pour eux, c'était que vous faisiez le matchmaking des gens dedans, quoi. Pour les seniors? Ouais. Bah, c'était ça. C'était aussi que tout était un peu déjà pré-mâché, tu vois. Il y avait certains services qui étaient compris. Il y avait... tu vois, on prenait en charge tous les meubles. Enfin, c'était déjà meublé, le wifi, le téléphone, enfin, l'entretien des extérieurs, tout était compris sur ces points-là. Juste pas la bouffe, quoi. Ils faisaient à manger eux-mêmes. Et à ce moment-là, tu faisais toujours des prestats sur le côté, des formations. Oui, mais on était ouais. Enfin, mon pote aussi, il avait déjà son business aussi à côté. La journée géniale, t'appelles les mamies le matin, tu fais un petit coaching de marketing digital. Ah, mais souvent le week-end, je bossais plutôt pour Maison Guipi, tu vois. Ouais. Et la semaine plutôt pour mon business. Et enfin voilà, et donc du coup on a loué un gars, un mec qui venait de Mons, je pense. Et en fait c'était donc il a loué pendant tout un temps, mais en fait c'était un peu bizarre parce que quand il est venu louer la maison, il est venu avec son homme de main en quelque sorte. Et en fait c'est et donc son homme de main et sa femme qui était là, donc sa propre femme. Et lors de la signature du bail, c'est sa femme qui a signé le bail. Donc voilà, très bien, machin, et c'est celle qui signe. Et plusieurs mois après, il paye 3 mois, 4 mois, etc. Et puis à un moment donné, il paye plus. Et donc nous, on le relance. Et il a pas payé 2 mois. Donc on le relance. On se dit, écoute, pourquoi tu payes pas? Il répond pas. Du coup, on contacte son homme de main. On dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il paye pas? Parce que c'est son homme de main qui nous payait. Et en fait, l'homme de main qui nous dit, en fait, moi non plus, il me répond pas. Il me l'a fait à l'envers, machin. Et en fait, voilà, faut que vous sachiez que c'est ma femme qui a signé le bail. C'était pas sa femme, en fait. Il nous a fait croire que c'était sa femme à lui. Mais en fait, c'était la femme de son homme de main. Quoi? Ouais. Et donc c'est la femme de l'homme de main qui a signé. Donc nous, en fait, on n'avait même pas de. Ouais, on pouvait rien faire. Ouais, on pouvait pas l'attaquer lui. On pouvait attaquer la femme. On pouvait que attaquer le couple. Qui avait fait confiance à ce gars-là parce que c'était un pote à lui se disant mais en fait qu'il les a arnaqués parce qu'à un moment donné il est parti, il s'est parti de la baraque, déjà il a laissé la baraque dans un état cata et il est parti de là, je sais pas où, et en fait on s'est rendu compte en faisant nos recherches parce qu'il nous a donné un faux nom aussi, enfin que des fausses infos. T'es arrivé dans un truc. Ouais, mais voilà, on est arrivé dans un traquenard et
Et en fait, du coup, on s'est rendu compte que le gars, il avait déjà fait un vol de diamants en Espagne. Il était recherché par la police pour ça, parce qu'il avait volé un diamant. Tu vois le truc, le film, quoi. Pour te T'as dire, le MVP qui ouais, part en le couille. MVP qui part en couille. Et donc, ouais, vraiment, histoire de dingue. Et après, je te passe les détails, mais il y a eu plein d'étapes. Il nous a aussi une fois invités à manger avec sa famille. C'était un truc hyper gênant, hyper bizarre. Ça, je sais pas, avec ses filles, toutes cheloues. Et même lui, comment il parle, il était 10h du mat, il essayait de nous alcooliser. Enfin, il était super bizarre, le gars. C'est un peu un très grand Italien. Il s'habille en Gucci. Voilà, enfin bref. Le problème, c'est que nous, on La a, startup life. ouais, on a Startup Live, on a trop fait confiance à ce gars parce qu'on était trop dans la dèche, on avait trop besoin de vite faire louer. Et le gars, il nous disait, ouais, t'inquiète pas, il nous a même dit qu'il voulait bien nous payer 2 ou 3 mois d'avance. Comme ça, on était à l'aise. Mais au final, c'était un traquenard. Et enfin bref, et du coup, toujours aujourd'hui, on est toujours en procès Ah ouais. contre la femme et l'homme de main. Et c'est seulement que là, maintenant, on va récupérer notre argent. Parce qu'évidemment, il y a plein à payer. Il y a aussi tous les dégâts qu'ils ont fait dans la maison. On a dû tout retaper nous-mêmes, à nos frais. Donc là, j'ai perdu 10-15 000 euros dans ce projet, quoi. Enfin, juste sur cette étape-là. Ouais. Parce qu'après, il y a eu les indemnités de fin de location. Enfin, le bordel. Je dis pas le bordel. Donc ça nous a fait perdre pas mal d'argent, de temps, etc. Et puis après, voilà, on a trouvé 2 autres fondateurs avec qui on a retesté avec une autre maison. Ah, t'as quand même continué à faire ça, quoi. Ouais, on a quand même continué avec 2 autres personnes qui ont remis un peu d'argent. On a retesté avec une autre maison. Mais là, on était sur le point de faire louer. Sauf qu'il y a une des personnes qui a abandonné parce qu'il y avait un problème dans sa famille, donc elle a dû se retirer. Ça a tout dégringolé parce qu'on avait enfin réussi à trouver 3 personnes qui matchent, alors que c'est hyper galère parce qu'en fait, les personnes âgées, elles sont hyper difficiles niveau personnalité, niveau de leurs attentes. Elles veulent absolument des gens comme ça, comme ça, comme ça, sinon ça va pas. Donc on avait enfin trouvé le trio parfait et boum, ça a dégringolé parce que il y avait une des meufs qui a sauté, donc là, Pas moyen de le remplacer à ce moment-là. ben là, on était en fin de truc, on était un peu découragé, on a un peu lâché, on a mis le projet en pause. Donc ça existe toujours, la SBL est toujours là, le projet est toujours là, mais là, on s'est tous un peu détachés du truc parce que on a mis tellement d'énergie, que on est un peu épuisé. On a perdu beaucoup d'argent aussi, donc pour l'instant, et de toute façon, on est très occupés tous les 4. On est tous les 4 entrepreneurs très occupés, donc on n'a plus le temps de toute façon à mettre dedans, mais c'est un projet auquel je crois encore très très fort. Je pense qu'il y a énormément de potentiel. Je reçois encore beaucoup de demandes et je reçois aussi d'ailleurs des demandes de personnes qui voudraient potentiellement reprendre le projet. Je reçois aussi des demandes de personnes qui veulent Mets-le sur le placard. ouais, éventuellement, ouais, mais j'hésite à peut-être leur lancer, tu vois, un de ces 4, parce que j'y crois très fort. Je pense juste que le marché doit être encore un peu éduqué. Mais oui, il y a du gros potentiel. Mais il faut avoir du temps. Quand tu vois, je parle de focus, mais ça me frustrerait un peu, je pense, de pas mener à bien ce projet parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Parce qu'on sait très bien que, tu vois, les maisons de repos et trucs comme ça n'a pas de sens. T'as des apprentissages, là, avec du recul, des trucs que t'aurais fait différemment de... Bah, par prendre déjà ce vieux mafieux, là, Ouais, ça c'est quoi alors le conseil? Écouter plus son instinct. Enfin, bah, pas être dans le rush, quoi. Enfin, pas vouloir faire les choses trop vite, voilà, parfois prendre un peu plus de temps, mais au moins faire les choses bien. Parce que d'un côté, tu vois, il faut vite faire son MVP, vite faire sa landing page pour avoir des infos, mais d'un côté, il faut pas aller trop vite. Mais quand il y a beaucoup d'argent en jeu, quand il y a des grosses responsabilités en jeu, faut prendre le temps, ouais. Ouais. Une landing page, t'as pas d'enjeu, tu t'as rien à 50 perdre. euros, ok. Voilà. Et, donc voilà. Mais après, en vrai, c'est difficile à voir ce que j'aurais pu faire mieux parce que on s'est donné, franchement, pour ce projet, on a fait les choses bien, je trouve. On a acheté Parfois, juste, voilà. Mais je pense que c'est un projet qui est juste, qui demanderait un peu d'investissement, une petite levée de fonds, tu vois, de 200-300K juste pour le kick-up, enfin pour le kick-off plutôt, parce que ça permettrait, l'argent ça ouvre du temps, tu vois, et donc là on aurait plus de temps, on serait plus détente. Le fait d'être trop dans l'urgence à cause de l'argent, parce que comme on loue et qu'on sous-loue, il faut qu'on loue vite louer, parce que là on perd de l'argent. Et donc on est beaucoup plus en mode ok, c'est bon, allez, toi on prend elle. Alors qu'en fait, si on avait le temps, on avait 2-3 mois pour trouver les gens, on serait cool, on serait chill. Si ça marche pas tout de suite, c'est pas grave, on a le temps parce qu'on sait que ça va marcher, on sait en plus ça peut être très rentable, donc on sait que on rentabilisera notre argent. Après, au pire, 1500 divisé par 4, vous auriez pu quand même. Oui, bah après on l'a fait pendant des mois, on a payé pendant des mois. Mais bon, le truc c'est qu'il y a pas que ça.
il y a le mobilier qu'on doit Ouais. payer, il y a chaque fois tous les déplacements parce que souvent c'est pas tout prêt, il y a les coûts en marketing parce qu'on dépensait aussi en pub. Enfin, tu vois, t'as Ouais, ça faisait- des coûts un peu dans tous les sens. Et Là, puis c'était aussi beaucoup de temps parce que chaque fois c'est, tu vois, quand le nombre de visites qu'on a fait, tu vois. ouais, Wouah, à chaque fois les 4. non, pas toujours. Non, souvent c'était moi et Guillaume Ok. qui faisaient les visites. On parlait de ce truc de se concentrer à fond sur un projet. Là, du coup, tu avais différents projets à ce moment-là. Et moi, ce que je vois dans cette histoire, c'est que si t'avais que ce projet de Maison Guipi, t'aurais été super déprimé. Hmm, Genre, je sais non, je pas, pense moi j'ai pas. l'impression, genre, cette idée de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, genre, si t'as 4 projets et il y en a un qui foire, t'en as quand même 3 qui tournent, après ce projet-là qui a foiré, il va aller mieux, c'est un autre qui va un peu moins aller bien. Ouais. Ça permet un peu de, je sais pas, c'est comme un portefeuille d'action, ça permet de un peu rendre tout ça un peu linéaire. Alors que là, si tu te focus à 100% sur un projet, s'il va pas bien, bah, c'est un peu badant. S'il va super bien, t'es trop content et t'es un peu plus émotionnel, je sais pas. Mais justement, moi, je me rends compte avec le recul que si ce projet n'a pas non plus 100% cartonné, c'est aussi parce qu'on n'était pas focus à 100%. Ok. Parce que on faisait ça un peu dès qu'on avait le temps. Donc du coup, on savait pas mettre l'énergie à 100% dedans. Et il y a des trucs Hmm. du coup, qu'on faisait moins bien d'office ou qu'on avait peut-être moins le temps de faire, mettre moins d'énergie. Alors que si t'as que ce projet-là, que t'as pas le choix que ça marche, je suis sûr qu'on ça aurait cartonné. Et Donc tu restes sur cette idée-là, de se mettre le dos au mur, t'as pas. moi, ça m'a conforté dans cette idée-là, justement. Je trouve que c'est très compliqué de faire un projet sur le côté. Après, là, c'est un peu différent parce que c'était plutôt un projet d'investissement. Notre objectif, on voulait tous investir. Notre objectif, c'était de pouvoir acheter des maisons Hmm. et les louer et que ce soit beaucoup plus rentable que de la location classique. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, c'était dans cette idée-là. Et donc, l'idée, c'est que ce soit le truc qui demande le moins d'investissement possible en temps. Donc voilà, c'était un peu en mode side. Mais tu vois, moi je pense que si je dois relancer le projet aujourd'hui, je mettrai une personne à temps plein dessus, pas moi, mais une personne à temps plein dessus qui va faire que ça. Ça va être son projet principal et c'est tout quoi. Mm. Et nous on sera là en support pour soit t'amener des fonds, soit pour la stratégie, mais pas pour être dans l'opérationnel parce qu'on a juste pas le temps. Mm. Et il faut quelqu'un à plein temps pour faire ça. Ça demande vraiment du temps de s'occuper des visites, de s'occuper des gens, tu vois, des mamies. Quand elles t'appellent, c'est pas pour 10 minutes. Hein. Mm. Quand elles discutent, elles peuvent partir pendant 1 heure, raconter un peu leur vie. Et c'est important d'être là pour elles, pour les écouter, parce que justement, c'est des personnes seules. Donc rien que le fait que tu passes du temps avec elles au téléphone, ça leur apporte déjà beaucoup de valeur. Mm. Parce elles se sentent écoutées, comprises. Et voilà, ça demande de l'énergie, du temps, et on l'avait pas, quoi. Ouais. Voilà. Peut-être Maison Guipy revient bientôt. Ouais. Mais on pourrait écrire un livre sur ce projet, parce que, les trucs qui sont passés, et encore, je passe des détails, mais il s'est passé des dingueries, quoi, avec ce projet. Vas-y, on fera un épisode 2 juste pour Maison Guipy. Ouais, notre blog, il faut faire venir tous les fondateurs, quoi. Vas-y, C'est encore plus marrant. Vas-y, j'achète. Bah, en plus, t'as déjà un micro, c'est parfait. Faut juste en trouver 2 autres. Et après, on est parti à 5. Why not? Comment t'arrives dans, je sais pas, moins en moins dans le marketing, plus dans le no-code, dans l'IA? Comment se passe cette transition? C'est juste par curiosité, tu commences à regarder de ça de plus en plus, ou Euh, la hype en même temps? ben, en fait, c'est parce que je faisais pas mal de coaching pour des startups ou des entrepreneurs qui se lancent. Et donc, j'amenais ce côté, teste ton idée de startup. Mais ensuite, l'étape d'après, c'est quoi? C'est créer son MVP. Ouais. Et pour créer son MVP, bah, aujourd'hui, tu as des outils qui te permettent de le faire presque gratuitement et en très peu de temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine parce qu'en fait, c'était la suite logique pour les personnes que j'accompagnais. Donc, je les avais en coaching, on testait l'idée, ok, ça fonctionne, mais maintenant, quid, je dois créer mon produit, comment je fais, tu vois? Et alors là, j'ai commencé aussi à pas mal me former sur ces sujets-là. J'ai moi-même créé des apps et des solutions pour des clients, etc. Et donc c'est venu un peu comme ça. Et puis j'adore chipoter, ouais, j'adore créer des mini-produits, créer des petits trucs qui fonctionnent. J'adore ça, quoi. Mhm. Donc ça a été un peu une suite logique. Et donc, de base, c'est juste par, je sais pas, ta curiosité personnelle, t'as commencé à toucher à des outils Bah, no-code, curiosité les besoins de, et besoin de mes coachés. ouais. Voilà. Et,
je sais pas, tu dirais qu'il y a eu un peu un avènement de toi qui a essayé de travailler sur ton personal branding. Il y a eu un moment où tu t'es dit, vas-y, c'est une décision que tu as prise ou c'est de fil en aiguille, ça s'est fait, où tu t'es dit, ok, maintenant je vais essayer de poster plus régulièrement sur LinkedIn, essayer de faire du vidéo, du contenu. Ça s'est fait comment un peu? Parce que j'ai pas l'impression il y a 3-4 ans, tu étais aussi actif que maintenant. Ouais. Ça s'est fait comment? Ça fait quand même un petit temps que je fais de la création de contenu sur LinkedIn. Ça fait depuis que je me suis lancé dans le business en fait. Hein, je poste de temps en temps, pas aussi régulièrement qu'aujourd'hui, mais c'était surtout dans la période où j'ai commencé à être dans le monde du marketing, notamment avec Philippe, David, etc. J'ai commencé à poster un peu plus et je me suis rendu compte des retours que j'avais grâce à la création de contenu. J'ai vu que je commençais à avoir des personnes qui me contactaient pour la prestation, etc. J'ai commencé à faire de plus en plus du coup de contenu parce que je voyais que ça me rapportait des clients et j'avais besoin de clients. Donc je faisais ça dans le but de trouver des clients. Et puis j'ai commencé aussi à me rendre compte que à force de créer du contenu, les gens s'intéressaient vraiment à ce que je propose, ce que je fais. Et je me suis rendu compte que en fait je pouvais les rediriger vers à peu près ce que je veux. Tu vois, il y a un moment donné, j'ai commencé à faire une autre formation, enfin d'abord une première formation un peu sur la côté après pour répondre à la question, je pense que ça s'est surtout accéléré sur la période IA et ChatGPT, donc vers il y a plus ou moins 2 ans. 22, quoi. Ouais, 2022, quand justement il y a eu un peu l'avènement de ChatGPT, etc. Et puis j'étais un des premiers aussi à me lancer sur le domaine parce que ça m'a blindé intéressé, je me suis blindé formé là-dessus, donc j'ai voulu partager ça. Et donc évidemment, comme tout le monde s'intéressait à l'IA à ce moment-là, mes posts ont été aussi beaucoup plus viraux, ont été beaucoup plus visibles. J'ai lancé une communauté WhatsApp aussi en parallèle sur l'IA. J'ai commencé à faire une formation sur la création d'assistants GPT. Et là, j'ai commencé à pousser du contenu à fond depuis 2 ans. Et donc voilà, c'est ce moment-là où ça a vraiment pas mal accéléré. Et je pense que j'ai été motivé à en faire de plus en plus parce que je voyais que ça marchait bien. Donc ça te motive à en faire plus. Et je voyais que j'avais des retours. Et voilà. Et aujourd'hui, je sens que j'ai atteint un stade où les gens où je rentre un peu dans la tête des gens, quoi. Tu vois, et là, à chaque fois que j'ai des calls, maintenant, quasi à chaque fois, les gens, le premier truc qu'ils disent, c'est, je te suis depuis longtemps, j'adore ce que tu fais, ouais, j'ai regardé pas mal tes contenus, c'est vraiment génial, ouais, continue, ouais, chaque fois, quoi. Franchement, chaque call que j'ai, et c'est des personnes qui ont déjà confiance en moi, qui ont confiance dans ce que je peux leur apporter. Ça m'a fait rire parce que même la semaine passée, c'était flagrant. Genre le gars, il a commencé le call. Ouais, j'adore ce que tu fais. Bon, ouais, tu dois pas essayer de me convaincre pour me vendre ton truc. T'inquiète pas. Je sais que j'en ai envie. Bon, j'ai juste 2 questions pour savoir. J'étais vraiment en mode. Okay. Tu vois, c'est quand tu parles tu vois, de warm-up des leads ou en tout cas de les éduquer ou tu vois, justement tout ce qui est lié à tous les préchauffés, en tout cas tout ce qui est lié à la personal brand, tu vois l'impact que ça a, c'est ouf, quoi. Même niveau vente derrière, c'est beaucoup plus simple. Juste tu crées de la valeur, tu partages, puis à un moment donné, les gars, ils savent ce que tu fais, ils connaissent ta valeur, ils sont juste là, bon, maintenant, juste, est-ce que c'est un produit qui correspond à mes besoins ou pas? Par contre, tu dois pas essayer de me vendre ton truc, je suis convaincu parce que c'est toi. Et là, je me suis rendu compte de la puissance du personal branding, et c'est ce qu'on disait en off, hein, c'est que je pourrais aujourd'hui vendre, entre guillemets, n'importe quoi, tant que ça répond à un pain de mon audience, ça pourrait les intéresser. Tant que ça leur apporte de la valeur, quoi, en fait. Tant que je résous un problème, je résous un pain, c'est... Ouais, t'as créé une confiance et une crédibilité vis-à-vis de ton audience. Voilà, c'est la confiance. C'est vraiment genre le mot le plus important, et c'est pour moi un des termes les plus importants en business, c'est créer une confiance auprès de son audience et auprès de sa potentielle clientèle. Dès que t'as leur confiance, t'as fait 80% du parcours. Après, il te reste plus qu'à créer un produit cohérent par rapport à ta cible, mais quand la confiance est là, c'est... Après, il y a aussi des exemples, je sais pas, d'influenceurs qui sont fort montés sur les réseaux et puis ils ont eu des propositions de certains produits qui ont mis en avant, qui ont aucune valeur les produits et qui ont un peu perdu la confiance ou la crédibilité de leur audience. Donc, je pense qu'il faut toujours aussi faire attention avec la confiance, ça se perd vite aussi. Donc ça, il faut faire attention, évidemment. C'est que c'est un château de cartes, quoi. Ouais. Ça prend du temps à se construire, mais par contre, ça va très vite pour le démolir. Donc, faut pas essayer de trahir ton audience, faut pas essayer de les faire miroiter des trucs, faut être cohérent, faut essayer de rester le plus fidèle possible à ce que tu partages.
Après, parfois, c'est pas forcément évident en création de contenu parce que tu essayes aussi de, un peu évidemment vendre ce que tu fais. Donc, tu essayes de leur mettre un peu des étoiles dans les yeux dans l'objectif de leur faire, qu'ils réalisent que, voilà, c'est intéressant, que c'est ouf, qu'ils doivent s'y intéresser. Tu vois, t'as le côté un peu, putaclic, tu vois, de ce que tu peux créer. Et donc ça peut parfois un peu, entacher ça. Mais tant que derrière tu te délivres de la valeur, t'auras pas de problème. J'ai une question. Elle est où la frontière entre... parce que c'est important de proposer de la valeur gratuitement pour que les gens, tu montres ce que tu sais faire, augmenter cette confiance, cette crédibilité, et aussi derrière vendre des formations et vendre des produits. Elle est où, je sais pas, la proportion, le ratio un peu entre apporter de la valeur gratuitement et vendre des produits derrière? T'as plusieurs écoles. Moi, je suis vraiment... je suis vraiment plutôt le profil à pas forcément mettre de limites dans ce que je vais donner gratuitement. Parce que Tu pourrais faire un peu sur LinkedIn exactement sur ce que tu vends dans ta formation. Mais alors la nuance c'est que moi c'est pas forcément par rapport à moi ce que je suis prêt à donner gratuitement, mais c'est plus par rapport à mes clients. C'est que j'ai pas envie qu'ils se sentent Tu te poses une question, tu vas répondre même si c'est ce que tu prends. ça je peux répondre aux questions, ça oui. Par contre, je vais pas commencer à sortir tout ce que je vends dans ma formation gratuitement. Mais ça c'est plutôt par respect pour mes clients. Ils ont payé pour la formation. Je me sentirais mal par rapport à eux à commencer à balancer tout ça gratos. Ouais. Par contre, de temps en temps, une partie, ça oui. Tu vois, je partage parfois des trucs qui font partie de la formation. Ça donne envie d'acheter gratuitement et du coup, ça donne envie d'aller plus loin, de découvrir plus. Mais après, voilà, dans la formation, ce qui apporte beaucoup de valeur, c'est aussi la communauté, le fait que je suis hyper présent pour eux dans le suivi, c'est un peu comme un mini coaching un peu au quotidien. Donc ça a aussi beaucoup de valeur. Mais ouais, moi, je me mets pas beaucoup de limites là-dessus. Je donne beaucoup de valeur gratuite et puis ceux qui veulent aller plus loin, ils vont plus loin, c'est tout. Mais par contre, c'est plutôt par respect pour mes clients que je veux pas tout donner gratos, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. C'est quoi tous tes produits là qui existent? T'as une formation, du coup, tu parlais de landing page, je sais pas si elle existe encore. Ouais, elle existe toujours, mais bon. C'est quoi tous les produits qui existent là? Là, il y en a 3. T'as la formation sur sur le test d'idées de start-up. T'as une formation. C'est combien? C'est quoi? C'est plein de 30 heures de vidéos? Enfin, on est sur quoi? Non, ça c'est pas si long parce que c'est assez cadré. C'est pub Facebook et création de landing page et puis vite fait un peu de théorie et des exemples. Donc tu filmes ton écran, tu montres étape par étape comment tu fais, tout bien organisé. Ouais, c'est ça. Et après, on peut te poser des questions sur, je sais pas, moi je vends des chaises, tu me conseilles de faire combien de pubs ou... Ouais, ça c'est, tu peux me poser des questions, voilà, classiques, par WhatsApp, par LinkedIn, ou par email. Ça, tu me poses toutes les questions qu'il faut. Mais ouais, j'ai cette formation-là. J'ai assistant GPT, où en gros, j'aide les entrepreneurs à automatiser leur business grâce à l'IA. Et donc, en gros, concrètement, on utilise les fonctions GPTs de ChatGPT pour, en gros, intégrer des actions dans ces GPT pour automatiser l'envoi d'emails, automatiser l'analyse de documents, automatiser la rédaction de ces notes, le résumé de ces notes, voilà, des trucs comme ça. C'est style les automation make, par exemple? Ouais, c'est typiquement, on va utiliser du Make, du Zapier, on va utiliser aussi un peu de code directement dans les GPT, parce que tu peux intégrer des petits bouts de code qui vont automatiser des actions. Voilà, c'est ce que je partage dans Assistant GPT. Et donc, c'est une formation générale sur certains use cases. Il y a 5 use cases, ouais. Et si quelqu'un veut faire un truc un peu plus spécifique, il s'inspire de ces use cases, et s'il a une question, il peut te demander. C'est ça, ouais. Okay. C'est vraiment 5 use cases que je partage. Et puis, j'ai LinkedIn AI, ça c'est ma formation principale, où je... Que t'as sorti quand, celle-là? C'est déjà un moment ou... Ouais, ça fait un moment, je sais plus exactement. Je pense que c'est début d'année, je crois. Ok. Ouais, je pense que c'est début d'année. Et donc ouais, là c'est en gros, on attaque sur 2 piliers importants dans ton évolution sur LinkedIn. C'est la création de contenu à haute valeur ajoutée. Donc ça veut dire la création de contenu, pas juste des posts bateaux sur n'importe quoi. Dear network, I'm thrilled to announce. Voilà, c'est ça, genre de truc qui n'apporte pas de valeur. Et donc c'est pour ça que là on est sur de la haute valeur ajoutée, c'est-à-dire que on va vraiment partager des contenus qui vont aider les gens et qui vont leur permettre de résoudre des problèmes, de mettre en place des choses, etc. Et la prospection hyper personnalisée.
Et donc, c'est faire une prospection, pas forcément de gros bourrin à spammer tout LinkedIn, mais c'est vraiment plutôt viser la qualité et hyper personnaliser sa prospection avec de l'IA. Et pareil, sur la création de contenu, on va implémenter de l'IA pour gagner du temps et être plus efficace dans sa L'IA va création. analyser, je sais pas, le profil de l'entrepreneur en question, essayer de faire un lien pour pouvoir faire un message customisé, un truc comme ça. Pour la prospection, oui, c'est ça. En gros, on va récupérer toutes les informations sur la personne et on va lancer l'IA sur l'analyse du profil et on va rédiger un prompt basé sur toutes les informations du business. Et donc, du coup, ça va me permettre de générer des messages hyper personnalisés pour le business en question, mais aussi pour le profil qu'on contacte. Ouais. Et pareil pour les follow-up, voilà, à chaque étape. Ouais. On peut aussi récupérer le dernier post, par exemple, publié par la personne, générer un message basé sur ce post et lui envoyer un message d'accroche là-dessus, en mode, j'ai vu ton dernier post sur tac, 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 je trouve ça hyper intéressant. Ben voilà, moi je fais ça, machin, et tu peux comme ça déclencher des conversations de manière beaucoup plus efficace. T'as un meilleur taux de réponse, t'as des bien meilleurs résultats. Parce que tu rajoutes de la vraie personnalisation dans tes messages. C'est pas un truc bateau en mode bonjour X, j'ai vu que tu faisais X, donc machin. Tu vois, c'est un truc un peu plus personnalisé. Donc voilà, ça c'est ma formation phare du moment. Comme j'ai dit, j'ai aussi un peu ce système de prospection que j'ai créé il y a maintenant 1 mois, que j'essaie de travailler, de peaufiner avec mes clients actuels. Et je peut-être que j'en ferai un SaaS, pas encore 100% sûr, mais à voir. Et du coup, c'est une formation pour ça. Enfin, je veux dire, quand à la formation, c'est pour reproduire ce LinkedIn AI ou c'est pour enfin, tu peux l'utiliser. Donc là, la formation, t'as plein de modules sur la création de contenu. Ouais. Tu peux apprendre à créer du contenu de qualité, à te faire connaître, avoir des bons résultats. T'as toute une partie sur la prospection, sur comment bien prospecter, les bonnes méthodes, etc. T'as aussi toute une section sur l'automatisation. Donc là, on automatise pas mal de choses dans tous les sens. Mais du coup, tu leur expliques comment faire leur propre automation ou ils peuvent télécharger quelque chose? Non, les deux. Okay. Je leur explique comment le faire et puis je mets tous les templates, tous les trucs à récupérer. Ils peuvent télécharger et l'utiliser chez eux, quoi. Okay. Voilà, ça c'est voilà. Mais en parallèle de ça, j'ai en plus de ça le système de prospection sur Airtable, qui est un petit peu un truc à part, mais que j'implémente, enfin que tu peux aussi avoir quand tu rejoins la formation, quoi. Ouais. Okay. Ouais. Donc ces 3 formations-là, plus des vidéos sur YouTube, plus des posts sur LinkedIn, plus une newsletter. Ouais. C'est quoi ça? C'est toutes les semaines? Ou 1 fois par semaine. Ouais. Tu parles de quoi? J'ai un post LinkedIn par semaine, une newsletter par semaine et une vidéo YouTube par semaine. Ouais. Bonne semaine. C'est des semaines bien chargées, quoi. Et tu prends je sais pas, tu mets des temps dans ton agenda pour répondre aussi aux questions de tes clients de tes formations ou c'est un peu sur... Ça, c'est tous les jours. Ouais. J'en ai tous les jours, donc tu commences par quoi le matin? Tu ouvres tes mails? On a un groupe WhatsApp, donc ça, c'est vraiment un peu tout le temps. Ouais, mon quotidien, c'est le matin, si j'ai mon sport, je commence par ça, puis ensuite, je prends mon petit déj juste après. Petit café et puis souvent ce que je fais c'est que j'aime bien vite tacler les petites tâches un peu urgentes, rapides, les petites réponses, etc. Comme ça ça sort de ma tête et puis ensuite je mets souvent un temps de travail un peu plus de profond. Donc sans notif, juste. Ouais, là je me mets en ne pas déranger et je me mets dans une session de boulot un peu plus intense sur soit de la création de contenu, soit sur un développement un peu produit où je crée une ressource ou voilà, je vais un peu plus en profondeur dans des trucs. Puis souvent, juste après manger, je refais une petite session un peu de support, de petites tâches comme ça, d'emails, envoyer une facture. Voilà, et puis souvent, c'est le moment où je suis un peu moins efficace, donc j'en profite pour faire des trucs où je dois moins être concentré. Et à 17h, c'est parti. 17h, 0. Et ouais, c'est ça, non, mais même déjà vers 15, 16, non, souvent, j'ai mes calls, parce que j'ai souvent, on va dire 2, 3, voire parfois 4, 5 calls par jour, de 30 minutes. C'est soit des prospects, des potentiels clients qui s'intéressent à ce que je fais. Qui s'intéressent à la formation. Et qui réservent un call pour potentiellement acheter la formation. Soit t'en as qui prennent des calls plutôt en mode support. Donc je propose de temps en temps des calls pour ceux qui ont la formation, pour juste les aider, les débloquer. 15-30 minutes ou... C'est 30 minutes. 30 minutes. Soit c'est des calls pour des partenariats ou tu vois des futures formations, ça peut être pour plein de trucs, une conférence qu'ils veulent faire. Enfin, il y a plein de trucs quoi. Mais souvent voilà, j'ai souvent pour l'instant j'ai une moyenne de 3 calls par jour et donc ces 3 calls c'est souvent de 14 à 17 heures. Voilà. Aujourd'hui c'était un podcast. Ouais, aujourd'hui c'était un podcast, mais j'ai un call, juste après quoi. Et donc voilà. Je fais ça et puis souvent quand j'ai fini mes calls vers 16-17 heures, là je renchaîne une dernière session de boulot un peu en mode flow jusque 20 heures
Puis là, je mange. Et puis parfois, ça m'arrive de bosser encore jusque minuit. Enfin voilà, parfois quand je fais vraiment des grosses journées, je me mets une petite vidéo et puis je bosse encore sur des trucs à fond jusque là. Et puis voilà. Et puis je fais ça parfois aussi le week-end. J'ai parfois des semaines où j'enchaîne bien, puis des semaines un peu plus tranquilles. Ça dépend un peu. Mais je trouve que quand t'es solo comme ça, c'est parfois pas évident hein, d'arriver à avoir des sessions assez tranquilles de travail profond. Parce que t'es vite dérangé par plein de petits trucs, par des calls ou par du support ou par des emails. Enfin, C'est pour ça que tu mets le mode ne pas déranger pour te donner un cadre. Ouais, il faut parfois accepter que tu peux pas répondre instantanément à tout le monde parce que sinon c'est un enfer. Ouais, c'est ok. Mais parfois c'est pas évident parce que t'as des gens qui te posent une question et puis t'en as parfois c'est des stressés et là t'as pas répondu pendant 2 heures et ils sont là, ils te relancent direct en mode machin, est-ce que t'as bien vu mon message? Ouais, mais tu as 2 secondes quoi. Moi je peux pas me permettre de chaque fois m'arrêter pour chaque truc parce que sinon tu t'avances pas et tu finis ta journée, t'as juste répondu à des messages quoi. Et il faut pas tomber là-dedans parce que sinon tu fais rien. Mais quand t'es solo, c'est pas évident. Donc là, je réfléchis à prendre un assistant ou une assistante pour m'aider sur des tâches un peu du quotidien pour me libérer un peu de charge mentale aussi. Parce que ça va vite, hein, les créations de factures, un peu de compta, rien que tout ce qui est création de contenu, hein, ça demande du temps aussi, répondre aux commentaires. Parce que maintenant j'ai des commentaires sur LinkedIn, j'ai des commentaires sur YouTube, j'ai des réponses newsletter par email, j'ai pas mal de messages sur WhatsApp, des messages sur LinkedIn de personnes qui ont suivi mes tutos gratuits et qui me posent des questions. Enfin, parfois et je sais pas, et parfois du coup je loupe plein de messages et donc il y a des personnes qui disent oh putain le gars il répond même pas. Je dis mais ouais, mais parfois c'est galère quoi de tout suivre et ça c'est parfois un peu embêtant. Tu te sens souvent submergé? Ah ouais, pour l'instant ouais, clairement. Ouais. Mais pour moi c'est une phase normale d'un business, c'est que tu dois toujours avoir et c'est pas normal si c'est pas le cas, tu dois toujours avoir un peu une période de chaos et puis une période d'organisation, d'ordre, où tu mets de l'ordre dans ce chaos. Et moi, je suis plutôt là dans une période de chaos parce que je suis dans une bonne croissance. Quand tu fais de la croissance, tu crées toujours du chaos. C'est normal. Et voilà. Et dès que j'atteindrai un peu un stade où j'atteins un peu un plafond de verre parce que, genre le chaos la croissance a créé tellement de chaos que, en fait, je vois plus clair et je sais plus avancer. Que là je vais devoir un peu stopper et je vais devoir un peu organiser tout pour repartir. Voilà, me remettre dans une phase plutôt, peut-être ça va être une petite décroissance, mais au moins je vais m'organiser, je vais restructurer et je vais pouvoir repartir vers une meilleure croissance. Et là je pense que j'arrive vers cette transition où je sens que je suis un peu sur un plafond où je sature un peu. Je pense que là je vais arriver sur une petite période de réorganisation parce que j'ai vendu plein de setups, enfin plein de systèmes Airtable là dernièrement. J'ai fait beaucoup de contenu, j'ai fait beaucoup de choses dans tous les sens, donc je sens que là ça déborde un peu dans tous les sens, donc je vais devoir remettre un peu d'ordre. C'est pour ça que je pense là, je vais prendre un assistant pour repartir d'une bonne base. Il y a aussi un problème aussi avec le personal branding, c'est que les gens ils s'en foutent un peu de No Code Studio, ils veulent surtout Pierre. Ouais. Et du coup c'est un peu dur parfois, je suppose, de sortir un peu de ton propre business et mettre d'autres gens parce que les gens te veulent toi. Ouais, pour l'instant, pour ça, j'ai pas trop ce problème. Parce que je parle pas de trouver quelqu'un pour déléguer ma création de contenu, par exemple, ou juste répondre à des messages. Ouais, ce serait plutôt juste répondre à des messages. Mais les gens peuvent peut-être attendre que ce soit toi qui réponds. Oui, bien sûr, ouais, d'office. Oui, c'est vrai, ouais. Pour l'instant, je me suis pas vraiment encore confronté à ce problème parce que j'ai pas eu le cas, enfin, j'ai pas eu la situation, mais ça, je sais que, pour avoir entendu d'autres entrepreneurs, je sais que ça peut être un pain. Je sais que ça peut être un des gros points négatifs du personal brand, c'est que c'est fort lié à toi. Et que si t'es plus là, ton business, il tourne plus, quoi. Ouais. Et c'est un choix. Parce que t'en as qui disent, ouais, mais c'est pas un business très stable et scalable si c'est tout lié sur toi, parce que du coup, si t'es plus là, ça tourne plus. Alors que ce qui est kiffant avec un business, c'est que tu crées vraiment une entité extérieure à toi et qui est capable de cartonner et fonctionner sans toi. Et ça, je pense que ça doit être très kiffant aussi. Ouais. Mais moi, je suis pas trop là-dedans. Je suis plutôt dans un mood personal brand et ça me dérange pas et ça me va bien. Et comme on disait, ça me donne cette liberté, cette flexibilité, ça me permet de vraiment... Mais voilà, rien n'empêche que peut-être que plus tard, j'aurais envie de créer justement cette entité, un peu ce business à part qui développera des produits ou des SaaS ou des machins ou j'en sais rien, qui sera pas lié à mon image. Mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est fort lié à moi, quoi. Trop bien. Ouais. Mec, je suis trop triste. Ça fait déjà 1h50. Je pourrais parler 4. Il est déjà là.
Je pourrais vraiment parler 4 heures avec toi. Je sais pas comment c'est passé. Comment c'est possible là? Ça fait 1h50. Ouais, ça a été J'ai vite. l'impression qu'on vient de se poser là. Il y a encore plein de trucs à dire. Ouais. Clairement, mec. Bah, je vais finir quand même avec 2 questions. Comme ça, on peut les boucler en 3 minutes et tu rates pas ton call. La première, c'est quoi les projets pour la suite, là? C'est quoi qui arrive? Et après, la deuxième, ça va être quelqu'un qui nous écoute. Tu lui conseilles quoi? T'as fait de tout, t'as touché à tout, t'as chanté dans des cabarets, t'as fait des caméras cachées. Ce serait quoi tes conseils? Donc, ça serait les 2 dernières questions pour clôturer. Ouais. Ouais, bonne question. Donc pour la première, la suite, là comme je disais, je vais rentrer un peu dans une phase de réorganisation et puis surtout la création d'un potentiel SaaS. C'est un truc qui m'excite pas mal de vraiment créer un SaaS. Et là, quand on parle justement de créer quelque chose d'extérieur à soi, ça pourrait typiquement être je le créerais dans tous les cas comme ça. C'est que et t'actives ta communauté de personal branding et pour commencer à le vendre. Exact, ouais. Et donc là, ce serait hyper complémentaire aussi avec ma formation. Donc ça ferait un chouette truc. Et donc là, ce serait vraiment un SaaS à part, une marque à part, un peu comme un Lemlist si tu veux. Tu vois, Lemlist c'est pareil. On connaît, je sais pas si tu connais Lemlist. C'est un outil de prospection LinkedIn. Le fondateur est assez connu. Il a aussi fait des vidéos YouTube, etc. Et c'est comme ça qu'il a aussi fait pas mal connaître Lemlist. Mais Lemlist, ça reste une boîte à part. Et des gens découvrent Lemlist sans connaître le fondateur. Moi, j'aimerais vraiment créer ce SaaS de cette manière. C'est que ce soit un truc à part qui fonctionne sans moi. Limite, il y aura des employés, tu vois, de ce SaaS. Bon, là, je m'emballe peut-être, hein, c'est si ça marche, tu vois, mais pourquoi pas, tu vois. Et ça, ce serait un truc vraiment à part. Donc, ça m'excite pas mal. Je suis déjà en discussion avec des développeurs qui vont travailler sur le projet. C'est un peu de budget, un peu d'investissement. Mais... Un SaaS sur le LinkedIn AI ou tout type de SaaS? Non, sur LinkedIn. Ouais. Non, vraiment sur LinkedIn. Donc je suis déjà en discussion. J'ai déjà les développeurs, j'ai déjà l'équipe. Il y a plus qu'à lancer. Donc c'est un chouette projet. Et puis en plus, j'ai vraiment suivi les étapes que moi je préconise à mes coachés, c'est-à-dire vraiment commencer avec un MVP, commencer rapidement. C'est tester d'abord. Avant voilà, et je suis content que pour une fois j'applique les propres conseils, c'est pas toujours le cas. Et j'ai vraiment testé avec mon premier MVP, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de succès. Donc ça me donne la confiance de me dire ok, je peux mettre de l'argent sur la table pour le faire parce que je sais qu'il y a de la clientèle et je sais que ça vendra. J'en suis convaincu et j'ai déjà la clientèle. Donc ça te donne la confiance pour se lancer et justement ça fait le pont avec ta deuxième question, c'est que pour moi la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui si tu es entrepreneur que tu veux te lancer, c'est juste de tester, tu vois, passer à l'action, faire une première étape, même si ce sera pas peut-être ton projet final, mais ça va dans tous les cas, tu vois, t'aider pour la suite. Et ça peut rebondir. Et tu vois, quand on regarde mon parcours, moi, ça a été que ça. C'est que j'ai fait des trucs, parfois sans forcément savoir où je vais. Mais en fait, ça m'a redirigé parfois vers un autre projet, tu vois, un nouveau client, une nouvelle opportunité. Et il faut parfois un peu saisir les bons moments. Tu vois, il faut parfois avoir un bon timing pour, saisir l'opportunité et te lancer dans un chouette truc. Et donc, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai démarré l'entrepreneuriat. Je suis quelqu'un de très fonceur, très... boum, j'ai envie de quelque chose, j'y vais, je réfléchis pas et je passe à l'action. Et ça, moi, c'est ce que je conseillerais aux entrepreneurs parce que c'est un problème que je vois très souvent, c'est que t'en as qui passent beaucoup trop de temps à réfléchir, à suranalyser la situation, plutôt que juste faire une première étape, une première action, et puis ensuite voir ce que ça donne. T'auras des bien meilleurs retours et feedback sur ton idée en faisant comme ça que en réfléchissant dans ta tête, quoi. Donc voilà. Trop bien. Mec, j'aurais 40 000 trucs à te répondre, mais malheureusement... Toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais. Un grand merci, Pierre. On peut te retrouver, du coup, sur LinkedIn. Ouais, surtout LinkedIn et YouTube. Là, je suis pas mal présent. Ouais, Pierre Evrard sur YouTube, je suis très présent là. A-R-D. Ouais. T'as un site, je crois, Hello Pierre ou Pierre.com. Non, j'ai un site pierreevrard.com aussi. Ouais, tout est sur YouTube et LinkedIn, donc c'est assez simple. Je poste une fois par semaine par là-bas, donc faut pas hésiter. Allez, suivre Pierre, c'est trop cool. Je rate la moitié des posts parce qu'il poste tout le temps, mais ouais, un peu trop peut-être. Mais c'est toujours super cool. Un grand merci à toi. Mais merci à toi. Mec, il faut avec grand plaisir. Épisode 2, mais... peut-être. Hein, non, dès que t'as sorti ton SaaS, là, c'est bon. Ouais. Épisode 2. Très chaud, très chaud. Merci, mec. Merci à toi. À très vite. Bon call. Merci. Ciao.